Ouf, je suis en train de rapper. Salut à toutes et à tous. Vous voyez, l'équipe est en forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission fitness et santé, mais surtout sport de force et nutrition. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nutrition, mais on a une chronique aujourd'hui préparée par Trésor qui portera sur les glucides. Donc retour des chroniques nutrition. C'est une émission qui va être pas mal tournée vers les mondiaux de streetlifting. On a Jade qui nous a préparé des actus à propos de ça. Vous verrez qu'il s'est passé pas mal de choses intéressantes. On reviendra dessus au travers du versus pour discuter de la compétition, de l'organisation. On a Tedips qui a un petit retour à nous faire puisqu'il s'est rendu sur place directement. L'envoyé spécial directement. Ouais, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est trois passionnés de sport de force, étudiants dans le domaine. Moi, c'est Maxime. Je me suis rendu compte que j'étais le seul sans emploi. Alors que Victor et Trésor sont tous les deux personal trainer et préparateur physique, on peut le dire. C'est un grand mot pour moi encore pour le moment. Ah ouais ? À prendre avec des pincettes alors. Excuse-moi. Voilà, pour moi c'est avec des pincettes, mais Trésor, je pense que c'est sûr. Hein. L'activité est lancée en tout cas. Ouais. Pour Trésor c'est sûr, mais Victor, t'as commencé ton stage. Voilà, j'ai commencé mon stage de BPGEPS là pour le BPGEPS. Ça se passe bien, donc on va voir ce que ça va dire à la fin de l'année. Hein. Très intéressant tout ça, en tout cas ça va porter plein de réflexions qui vont nous aider à étoffer toutes les connaissances qu'on peut apporter dans cette émission. Moi je suis content que tu aies cette casquette là en plus. Ouais, ça fait kiffer. Et moi aussi je suis bien lancé aussi pour commencer un suivi dans une équipe sportive, donc on en parlera plus tard. Mais l'année est bien lancée et c'est la dernière émission qu'on enregistre avant qu'on reprenne les cours de notre côté avec Trésor. Ah oui, c'est vrai. Donc ça va faire un emploi du temps pas mal chargé, mais on va tout faire pour continuer à maintenir ce rythme d'enregistrement bimensuel. Et on espère que tout ça vous plaît encore. La discussion du jour portera sur les courbatures. La question, c'est de savoir ce qu'elles peuvent nous apprendre sur notre entraînement, notre manière de nous entraîner, si c'est un bon indicateur de progression ou pas, comment les limiter si jamais ça gêne et ça survient souvent. On va en discuter tous ensemble et on espère que tout ça vous aidera à atteindre le plus haut niveau de performance comme d'habitude. C'est l'objectif. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette directement les actus de Jade et qu'après on fasse la petite chronique de Trésor sur la nutrition. Salut les gars, salut à tous et bienvenue dans le Tour de Force. Aujourd'hui, on fait un récap des performances des Français au World de Streetlifting, on parle d'une qualification à l'Olympia, de nouvelles chaussures révolutionnaires en course à pied, de collaboration entre marques de matériel de préparation physique et équipes de sport. Bonne écoute! Comme vous l'avez entendu, à la une de ces actus, ce sont les résultats des Français au championnat du monde de streetlifting organisé par Final Rep. Inès Marius, Ashura Workout et Aubin Chevillard se sont illustrés en décrochant le titre de champion du monde dans leur catégorie, qui sont respectivement les moins de 63 kg, moins de 66 kg et moins de 73 kg. Paki, Workout by Julie, Julien Capdeville et Franzi finissent eux à la 2e place de leur catégorie. Par ailleurs, c'est également un Français qui détient la plus grosse traction de cette compétition qui, au passage, est aussi la plus grosse traction jamais réalisée en compétition puisqu'il s'agit de Ludovic Adamantium avec une traction à 120 kg. Le Français finit 3e de sa catégorie, la catégorie des moins de 87 kg, pour sa dernière compétition internationale et termine sur un beau record du monde. Encore une discipline de force où l'équipe de France est très présente et rafle beaucoup de médailles. Deuxième actu, Maxime Yedez, bodybuilder de la team NFC, a obtenu son invitation à l'Olympia en remportant le Sherwood Classic France dans la catégorie des classiques physiques. Il foulera donc le sol de la plus prestigieuse compétition de bodybuilding aux côtés de Stéphane Matala, de la même team à l'automne. Troisième actu, le célèbre équipementier de sport de force Eleco a récemment fait part de sa collaboration avec l'équipe de rugby Rouen-Normandie.
La marque suédoise et le club ont présenté sur leurs réseaux sociaux un espace d'entraînement dernier cri pour accompagner l'équipe dans sa préparation physique. On espère de ce projet qu'il sera fructueux pour les deux parties. Et enfin, Tigist Assefa a battu le record du monde de marathon en portant la nouvelle paire de chaussures Adidas, les Adizero Adios Pro Evo. Cette paire de chaussures est une petite révolution technologique dans la mesure où il s'agit de la première paire de chaussures avec une semelle en carbone à peser moins de 200 grammes par chaussure. Cette légèreté devrait permettre aux coureurs d'économiser encore plus d'énergie et d'améliorer leur performance en course à pied. Si vous souhaitez vous procurer cette paire, elle se vend à 500 € dans un stock ultra limité. Concernant les performances intéressantes, j'aimerais vous parler de 3 performances très différentes qui ont été réalisées ces dernières semaines. En premier, c'est le squat monstrueux qu'a réalisé Stanley Audin au championnat de France Open de powerlifting. L'athlète de Luskov a explosé le record du plus gros squat français de tous les temps avec une barre à 362,5 kg, soit 12,5 kg de plus que le record précédent. Autre performance qui s'éloigne des sports de force, c'est le record du monde de Kirato Atika en corde à sauter. L'athlète japonais a réussi à réaliser 8 tours en un saut. La vidéo est particulièrement impressionnante car il semble vraiment en apesanteur lors de son saut qui lui a permis de réaliser les 8 tours. On termine avec une autre performance française, c'est la performance d'Anastasia Calixtenis, athlète de street workout qui réalise pas moins de 32 tractions deadstop au poids du corps, ce qui lui a permis elle aussi de réaliser un record de France. C'est tout pour ce tour de force, merci beaucoup de m'avoir suivi, à très vite. Ok, bon, on vous l'a dit, hein, c'est des actus qui sont pas mal tournés vers Final Rep, puis c'est pas mal d'autres choses aussi très intéressantes au-delà du street lifting, mais ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est surtout ces mondiaux-là. Donc, je vous l'ai dit, hein, on reviendra sur cette partie-là en fin d'émission. Là, on va passer sur la chronique de Trésor, la leçon de Trésor. On va le laisser discuter, le laisser s'exprimer pendant 5-10 minutes sans le couper. On va écouter sagement et après on va rebondir sur ce qu'il nous aura apporté. Donc tu as décidé de nous parler aujourd'hui de la place des glucides dans les sports de force, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, je trouvais que c'était un sujet quand même relativement intéressant parce que c'est un macronutriment qui est relativement important quand même. Et au vu des dernières données aussi, c'est quand même une place et un déterminant, on va dire, de la performance dans les sports de force. Donc c'est quand même une place très importante, je pense, dans la nutrition sportive, notamment dans les sports de force. Donc du coup, vraiment, pour commencer, tout simplement, c'est un composé végétal. Et on a remarqué en fait que dans les entraînements en résistance notamment, 80% notamment donc de l'énergie qui provient notamment donc de l'ATP, qui est la monnaie énergétique universelle, on va dire, du corps, donc physiologique, provenait justement de la glycolyse, donc justement du métabolisme glucidique, qui est donc vraiment une partie prépondérante de l'apport énergétique donc lors des entraînements en résistance. Et c'est vrai qu'on a remarqué aussi un certain impact négatif lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique qui était importante, notamment au niveau de la contractilité donc, lors de l'effort. Donc ça veut dire que ça va notamment impacter négativement la capacité de production de force sur un exercice donné. Et donc ça pourrait potentiellement impacter aussi les gains en hypertrophie et l'adaptation hypertrophique derrière. Donc déjà ça c'est le premier point. Ensuite c'est vrai que ça c'est un point qui est assez connu. Tout simplement c'est parce que les glucides, y a des cellules qui sont glucodépendantes, donc c'est-à-dire que c'est des cellules qui soit ne possèdent pas de mitochondries, donc notamment les globules rouges, donc qui ne peuvent pas du coup oxyder des graisses, donc qui sont dépendantes totalement des glucides, donc du métabolisme glucidique. Où il y a aussi donc les neurones, donc là ça va être tout ce qui est relié au système nerveux, puisque en gros les acides gras ne peuvent pas passer la barrière hémato-encéphalique, donc du coup le métabolisme glucidique est déterminant et important pour ces cellules-là. Donc ça c'est un point qui est hyper important, et du coup notamment par rapport au transport sanguin même de l'oxygène, et aussi par rapport à tout ce qui est fonctionnement donc système nerveux central, qui sont vraiment importants notamment dans l'exercice en résistance. Donc ça peut expliquer aussi cette importance notamment au niveau du métabolisme glucidique. Il va y avoir aussi donc tout ce qui est relié au calcium intracellulaire. Donc ça, le calcium, on en a déjà parlé dans certains épisodes, mais c'est vrai qu'il est très très important au niveau de la contraction.
donc notamment par la fixation au niveau de la troponine, ce qui va permettre de libérer un site actif, donc un site d'accroche pour notamment la myosine sur l'actine. Et donc ce qui se passe, c'est que justement, il y a des protéines qui sont clés et qui sont hyper déterminantes, qui sont dans le complexe qu'on appelle donc le complexe de relâchement du calcium, et qui vont permettre justement de libérer ce calcium au niveau intracellulaire. Sauf que ces protéines-là sont à proximité d'une réserve glycogénique. Et en fait, on a remarqué que lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique donc relativement importante, il y avait une altération justement de ces protéines et de la libération du calcium, et ce qui pourrait du coup inhiber un petit peu justement les processus de contraction, et notamment pourrait accélérer la fatigue périphérique. Donc ça pourrait justement limiter un petit peu l'effort. Il y a aussi un autre point important, c'est qu'on a remarqué, ça c'est pour les sports peut-être d'endurance, mais qui sont quand même des sports à haute intensité aussi parfois. Donc c'est une certaine corrélation entre l'utilisation du métabolisme glucidique et la consommation d'oxygène maximale donc par unité de temps, qui correspond donc à la VO2 max. Donc on a remarqué qu'il y avait une sorte un petit peu de linéarité entre justement l'augmentation de cette VO2 max, donc de la consommation d'oxygène maximale par unité de temps, et l'utilisation des glucides. C'est-à-dire que plus l'intensité de l'effort augmente, plus le métabolisme qui va être prépondérant, ça va être justement les glucides. Et c'est aussi ce qui explique aussi parfois certaines stratégies que l'on peut retrouver notamment dans ces sports-là. Par exemple, la stratégie du régime cétogène, qui a pour but justement, parce qu'on sait que la déplétion glycogénique est directement corrélée à la diminution des performances. Donc, en général, les athlètes vont utiliser cette stratégie pour essayer justement d'utiliser de manière un peu prépondérante au début de l'effort le métabolisme lipidique, pour essayer donc justement de mettre en réserve un petit peu le métabolisme glucidique jusqu'à retrouver le métabolisme glucidique sur la fin de l'effort, pour justement pouvoir maintenir un effort à haute intensité tout au long de la durée. Sauf qu'en fait, on a remarqué que les problèmes un petit peu de ces stratégies, c'est qu'il va y avoir une sorte d'adaptation. Donc, ce qui se passe, c'est que, en gros, c'est ce qu'on appelle le cycle de Randle. En fait, le corps notamment, il va rentrer justement dans une sorte de compétition entre l'utilisation cellulaire des deux substrats. Et ce qui va se passer, c'est que justement, ça va altérer justement le métabolisme glucidique et l'utilisation du glucose à l'effort. Donc le problème, ça s'explique justement par une altération au niveau de l'exokinase. Donc c'est une des enzymes qui va être clé dans la glycolyse. Et ce qui se passe, c'est parce qu'en gros, il y a une accumulation de glucose 6-phosphate. Et du coup, en fait, tout simplement, il y a le métabolisme glucidique qui va être altéré. Du coup, on va se diriger plus vers le substrat, donc qui va être plus lipidique, donc l'oxydation des acides gras. Et donc, ça rend un petit peu compliqué, justement, en gros, le maintien de l'effort à haute intensité. Donc ça, déjà, c'est aussi un point qui est important. Il y a aussi le point qui va être lié par rapport à l'exercice en résistance, ça va être surtout par rapport aux voies de signalisation. Donc ça, on en a déjà parlé. Excusez-moi. Donc ça, c'est surtout relié, par exemple, à la tension mécanique. Donc on le sait, il y a ce stress qui est apporté au niveau de la cellule, elle va le percevoir et directement, elle va enclencher donc une série de cascades de signalisation qui vont justement amener à la synthèse protéique. Sauf que pour justement que ces voies de signalisation puissent avoir leur rôle prépondérant, en fait, justement, elles vont dépendre de ce métabolisme glucidique et notamment de la disponibilité des glucides. Et on a remarqué que lorsqu'il y avait une déplétion glycogénique importante, certaines voies de signalisation, comme notamment la voie mTOR, qui est une voie hyper importante dans le processus notamment de transcription et de traduction de nouvelles protéines, étaient altérées. Et ça, c'était dû notamment par une enzyme qu'on avait déjà parlé, donc c'était l'AMPK, donc c'est l'adénosine monophosphate kinase, qui est justement, en fait, en gros, pour expliquer, c'est tout simplement en fait une sorte de capteur d'énergie cellulaire. Et en gros, elle va un petit peu diriger l'énergie au niveau de la cellule. Sauf qu'en général, ce qui se passe, c'est que elle va justement un petit peu inhiber justement la phosphorylation de mTOR, et du coup, ça va inhiber un petit peu le processus de traduction derrière, et notamment certaines enzymes qui sont clés pour le processus de traduction et de transcription, notamment de gènes qui sont impliqués dans la synthèse protéique, donc la synthèse musculaire. Donc ça, c'est des points qui sont importants. Il y a aussi certaines choses, donc il faut aussi prendre en compte que l'entraînement en force, en général, on a l'impression qu'il y a une déplétion glycogénique qui va être hyper importante. On a remarqué que ce n'était pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'en gros, en général, ce qui amenait à une fatigue neuromusculaire, c'était en général 40% de déplétion glycogénique. Donc ça correspondait à peu près à 250 à 300 millimoles par kilo.
donc de déplétion glycogénique. Sauf que dans les études, le maximum de déplétion glycogénique qui est arrivé lors d'un effort en résistance, ça a été 39%. Donc ça veut dire qu'on n'arrive pas à un seuil assez important pour avoir une déplétion glycogénique hyper importante et qui donc mènerait à une fatigue neuromusculaire hyper importante. Par contre, on a remarqué quand même que on va dire un métabolisme glucidique altéré et une déplétion glycogénique importante affectait notamment le nombre de répétitions effectuées à un certain pourcentage d'intensité, notamment 80% d'intensité. Donc ça veut dire que justement la déplétion glycogénique impacte négativement donc le maintien de l'effort et la contractibilité donc des muscles. Donc ça c'est hyper important. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a un certain seuil au-delà duquel il n'y a pas forcément de capacité glycogénique qui va être augmentée. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de, je crois que les seuils, c'était à partir de 12 grammes par kilo. Donc au-delà, en fait, les réserves n'augmentent pas beaucoup plus que ça. Jusqu'à ce niveau-là, en fait, il y a quand même une certaine linéarité au niveau de la réserve glycogénique, donc au niveau de la capacité. Et du coup, c'est vrai qu'en général, ce qui va se passer, c'est que ça va potentiellement augmenter vos performances dans les sports de force, donc dans les sports à haute intensité. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines études qui ont montré que à régime hyperglucide, donc à total calorique, donc à régime isocalorique, on va dire, donc à même calorie, le régime qui va être orienté hyperglucidique n'avait pas forcément, ne se reflétait pas forcément avec une augmentation des performances dans les sports de force notamment. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine limite, mais il y avait quand même un certain impact au niveau hormonal, donc sur le système endocrinien et notamment sur les taux de testostérone. Sauf qu'on n'a pas forcément remarqué une totale corrélation entre le système hormonal et les gains de force et notamment les gains hypertrophiques. Donc c'est vrai que ça, c'est des résultats qui sont un petit peu à mettre en réserve. Donc on n'est pas encore totalement sûr de l'impact du système hormonal sur ça. Donc c'est vrai, mais en même temps, cela montre aussi que c'est pas forcément la plus grosse quantité de glucides qui va vous permettre d'augmenter vos performances au maximum. Le but, c'est d'avoir justement de pouvoir à chaque fois optimiser un petit peu vos réserves glycogéniques de base, mais de ne pas forcément dépasser le seuil initial, donc c'est-à-dire le seuil qui est maximal, puisque au-delà, vous n'augmenterez pas justement vos capacités de réserve. Et c'est pas forcément parce que vous allez avoir un régime glucidique qui va être hyperglucidique que vous allez forcément augmenter vos performances. Ça va juste vous permettre potentiellement de maintenir un petit peu l'effort haute intensité tout au long de la séance et en même temps de maintenir une certaine capacité de production de force. Donc ce que l'on recherche notamment par justement la tension mécanique, notamment sur les exercices hypertrophiques, mais aussi sur la production de force maximale sur des mouvements spécifiques. Donc ça, en règle générale, c'est un petit peu, on va dire, tout ce qui concerne les glucides au niveau des sports de force. Je ne sais pas, les gars, si vous aviez, si vous connaissiez certaines notions par rapport à ça, ou si vous aviez des points à rajouter par rapport à ça. Ouais, moi toutes ces choses-là, ça me parle et c'est intéressant parce qu'on revient beaucoup sur ça, la déplétion glycogénique on l'a beaucoup dit dans le podcast jusqu'à maintenant, la déplétion glycogénique qui est pas assez importante pour qu'on recommande la complémentation en dextrose, maltodextrine, etc. pendant l'entraînement. Pour autant, moi, je me surprends ces derniers jours à la salle à préférer avoir une boisson avec un petit peu de sucre et de sel plutôt que de l'eau plate parce que ça m'aide à m'hydrater plus, ça facilite l'hydratation. Mais donc là, ça se passe. Je place seulement tes réflexions là dans un autre contexte qui est de si mettre du sucre dans votre boisson, ça vous aide à vous hydrater plus, alors c'est positif. Il ne faut pas se dire que vu qu'il y a du sucre, j'ai de meilleures performances. Il faut se dire que vu qu'il y a du sucre, je bois plus, donc l'hydratation est meilleure. Donc j'ai potentiellement de meilleures sensations grâce à l'hydratation surtout, mais pas forcément les glucides. Et moi, c'est surtout ça que je retiens par rapport à toutes ces réflexions-là, parce que c'est vrai que mes séances sont pas assez longues et intenses pour que je sente le besoin d'avoir vraiment une boisson calorique. Rien que ça, la notion de calories pendant l'entraînement. Mais comment toi, est-ce que tu vois ça comment est-ce que tu te dis que, jusqu'à quel point tu te dis que la boisson peut s'avérer être un frein finalement plutôt qu'une aide si jamais elle est trop sucrée ou trop calorique? C'est-à-dire Parce que, admettons qu'on commence à prendre l'habitude de manger pendant la séance. On est d'accord que l'afflux sanguin n'est pas concentré autour du système digestif, qu'il est plus concentré autour des muscles, que donc la digestion est moins bonne. Jusqu'à quel point est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact
négatif de manger pendant sa séance pour faire une forme de recharge glucidique, alors qu'on est concentré sur une activité physique qui demande beaucoup de demandes musculaires. Là, tu parles en termes de quantité, Ouais, c'est c'est ça. ça? Bah, en général, moi, ce que j'avais vu, c'était. Mais après, c'était pas vraiment relié au sport de force, c'était plus relié au sport d'endurance. Et c'était justement, il y avait cette capacité qui ne dépassait pas 1,1 gramme donc, par minute, Ok. donc au niveau du métabolisme glucidique. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce qui expliquait un petit peu les stratégies de mélanger tout ce qui était glucose et fructose. Parce que comme il y a différents transporteurs, en fait, la capacité maximale pouvait être augmentée si on ajoutait du fructose. Et du coup, au final, comme ça allait être au final du glucose, et donc cette utilisation du glucose allait être plus importante, puisqu'en fait, on rajoute du fructose et on augmente un petit peu la capacité maximale. Puisqu'en fait, on ne peut pas dépasser au niveau des transporteurs 1,1 gramme par minute, sauf que comme le transporteur du fructose il est différent, si on amène du fructose, au final, on a plus de glucose total, mais on a une capacité qui n'est pas dépassée. Ok. Et est-ce que on a des preuves que cette stratégie-là fonctionne bien, effectivement, ou c'est plus théorique que... C'est plus théorique, mais il y a quand même de bons résultats sur certains athlètes. Après, Ok. il n'y a pas encore assez d'athlètes, je pense, au niveau expérimental pour vraiment déterminer que cette stratégie est vraiment une bonne stratégie. Mais Ouais, je et pense ça, que ça a l'air se d'être... place dans un contexte de sport d'endurance où Ouais. l'effort est C'est- plus, ouais, plus long et moins c'est ça. arrêté. De toute façon, en général, en dessous de 90 minutes, la stratégie autour de l'apport glucidique n'est pas forcément intéressante. Il n'y a pas une déplétion glycogénique qui est assez importante pour vraiment se concentrer sur ces stratégies-là. Donc, à la limite, pour les sports qui nous concernent, surtout sport de force, je vois pas forcément l'intérêt de d'avoir un apport glucidique lors de la séance. Par contre, pour les sports au-delà de 90 minutes, et en fonction aussi de l'intensité, même si en général, même lors d'un marathon, l'intensité est telle que le métabolisme glucidique est prépondérant, là, ça peut être des stratégies qui peuvent être Ouais, intéressantes. on est d'accord. Toi, Victor, t'as jamais pris de boisson particulière pendant ton entraînement, tu t'es jamais dit... Non, franchement, non, moi, c'est haut. Après, je sais que tu vois, par exemple, les trucs Powerade et tout, là. Ouais. Ça, en vrai, j'ai déjà testé en entraînement. Mais moi, je vois pas trop la différence. Honnêtement, Ouais, non, mais je- c'est pas magique non plus, ça va pas Ouais, changer non. les performances du tout au tout. Moi, je pense, et on reviendra sur ça aussi par rapport aux courbatures, je pense que ça peut avoir une influence peut-être sur ce qui se passe après au niveau de la récup. Ah, Le peut-être, fait ouais. de bien s'hydrater, et pour moi, là, c'est plus hydratation, donc l'eau hein, Ouais. et électrolytes. Et donc là, le Powerade, pour le coup, c'est intéressant. Mais sinon, c'est vrai que les glucides, il n'y a pas de recommandation à faire par rapport à ça finalement. Non. Parce que vous en preniez ou pas, dans le cadre d'une séance de musculation, il n'y a pas de différence majeure, donc il n'y a pas de grosses recommandations à faire par rapport à ça. Mais après, moi, de ce que j'ai vu, c'est là où il faut nuancer plutôt, c'est que, en gros, faut pas s'attendre avec l'apport glucidique à une amélioration des performances forcément. C'est plus justement on va dire, essayer de retarder l'apparition de la fatigue. Ouais, C'est-à-dire, ok. voilà, c'est plus ça. C'est vraiment essayer justement de maintenir un certain niveau de force à une certaine intensité tout au long de ton effort, en gros. Ok. C'est plus ça le but de l'apport glucidique, donc c'est pouvoir maintenir un certain niveau de contractilité et en même temps aussi une certaine capacité de production de force tout au long de ta séance. Mais ça va pas forcément augmenter vos performances plus que ça. C'est pas vraiment ça le but de l'apport glucidique. Hein. Ouais, Même c'est ça. si, Quand tu dis retarder l'apparition de la fatigue, c'est à quelle échelle? C'est pas à l'échelle d'une série où tu dis, non, la c'est à fatigue va l'échelle apparaître moins c'est à tôt. l'échelle Donc... de la séance. Ok, Vraiment, ok. Ouais. c'est ça. Ouais, donc en ce sens-là, c'est intéressant. Ouais. Ok. Après, bien sûr, c'est jouer un peu sur les mots parce que la fatigue altère la performance. Donc, c'est sûr que si on arrive à avoir Ouais. un apport glucidique qui est assez conséquent et optimal, forcément, la performance va soit être maintenue, soit Ouais. potentiellement augmentée. Mais c'est pas forcément ce qu'on recherche à travers ça. C'est surtout vraiment retarder justement l'apparition de la fatigue périphérique. Donc, essayer vraiment de maintenir un certain niveau de force tout au long de la séance. Et ça, c'est intéressant, notamment justement pour tout ce qui est principe d'hypertrophie, parce que plus on avance dans la séance, moins il va y avoir un recrutement d'unités motrices conséquent, la production de force va être altérée, et il va y avoir aussi potentiellement un stress index qui va être différent. Donc justement, ça peut permettre de maintenir un petit peu ce recrutement-là, le stress un petit peu maintenu, et justement de profiter un petit peu des adaptations hypertrophiques par la suite. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, dans la mesure où la fatigue limite la performance, réduire la fatigue, c'est augmenter la performance. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Et petite question, je rebondis par rapport à ça. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique qu'ont certains, j'allais dire,
bodybuilders, mais non, tous les gens qui vont à la salle ou qui font des sports de force, qui prennent une banane juste avant leur entraînement. Est-ce que pour toi, ça, c'est une pratique qui est vraiment intéressante ou ça entre juste dans le cadre d'une superstition ou d'une habitude, peut-être un coping qui permet de rentrer dans sa séance, de se conditionner, etc. Moi, franchement, là, au vu des données, après, j'ai pas pu, je pense, lire toutes les données, mais je dirais que là, pour l'instant, je vois pas forcément l'intérêt, si ce n'est placebo. Après, dans tous les cas, on l'a déjà dit, donc l'effet placebo, c'est hyper important. Mais à part ça, je vois pas vraiment l'intérêt. Après, tout dépend. En fait, tout dépend de l'apport précédent. C'est-à-dire que si par exemple, l'athlète, par exemple, est tout simplement à jeun, c'est-à-dire que c'est son premier apport, ça peut être intéressant pour apporter une certaine source de glucides en pré-effort. Par contre, s'il y a eu un apport qui est normal, c'est-à-dire avec je sais pas, peu importe l'heure de la séance, mais s'il y a eu un apport précédent qui a été normal, je vois pas forcément l'intérêt d'apporter une collation en pré-effort. Après, tout dépend aussi des sensations. Faut questionner l'athlète. Si vraiment ça permet à l'athlète d'avoir une sorte de feedback, de se sentir un petit peu plus en forme avant sa séance à travers cette stratégie-là, bah, pourquoi pas. Mais il n'y a pas forcément d'intérêt plus que ça. Ouais, enfin, peut-être une stratégie pour contrer les potentiels hypoglycémies réactionnelles que tu pourrais avoir si tu es longtemps après un repas. Mais il me semble que, je sais plus qui parlait de ça, qui disait que la banane avant l'entraînement, c'est une mauvaise idée parce que ça limitait la sécrétion de cortisol qui est l'hormone qu'on cherche à avoir pendant l'entraînement pour induire les adaptations. Ouais, Et c'est peut-être cette piste-là qu'il faudrait creuser, Ouais. du coup, plus que la mise en place d'énergie. Encore une fois, c'est compliqué, hein, mais le corps, c'est toute une synergie d'hormones, Ouais, bien etc. Et pour la musculation, il y a beaucoup de choses et de systèmes à prendre en compte. Ouais. Mais c'était très intéressant de revenir et de préciser certaines choses qu'on peut répéter souvent sans forcément rentrer dedans. Toi, Victor, qu'est-ce que tu en retires de ces réflexions-là? Ah non, intéressant, mais moi je voulais savoir du coup, Trésor, d'après toi, c'est quel aliment tu vois qu'il faudrait. Parce que je sais que par exemple, il y a beaucoup de tennisman, dont notamment Novak Djokovic, tout ça, tu vois, qui durant leur match, bah voilà, mangent un petit truc. Et ce qu'ils préconisent souvent, c'est un fruit, je sais pas si tu connais, les dattes. Les dattes, donc, qui sont très fibreuses et pas mal en sucre et tout. Et je voulais savoir du coup, si toi tu savais quel est le meilleur fruit ou meilleur aliment pour un bon apport glucidique. S'il y en avait un en particulier, Franchement, j'en vois pas un. t'en vois Le pas. meilleur, c'est celui que tu connais, que tu digères Ouais. bien, que Ok. tu apprécies. Les dattes, c'est effectivement des sucres que tu assimiles relativement vite. Mais j'avoue que je saurais pas trop dire pourquoi préférer les dattes plutôt que Je les, sais pas. les bananes ou les jus de raisin que qui, tu à vois, mon même- sens, sont les deux fruits les plus intéressants parce que c'est du glucose, quoi. Donc, Ouais. glucose, digestion rapide, quoi. Ça passe vite Tu dans n'en le as sang. pas un en particulier qui fait la différence. Après, c'est en fonction de chacun, quoi, surtout. Ouais, c'est ça, c'est les routines des sportifs de haut niveau, hein. Ça les aide à se conditionner. C'est des habitudes ancrées depuis longtemps, peut-être, mais Après, moi, j'aurais quand même tendance à surveiller quand même l'apport glucidique, c'est-à-dire et l'apport fibreux aussi, comme tu l'as dit, donc l'apport en fibres en pré-compétition, parce que Ouais. notamment pour les troubles gastro-intestinaux ouais. et qui peuvent engendrer justement des complications lors de la compétition. Donc vraiment ça, essayer de surveiller, essayer d'avoir voilà un apport glucidique, mais pas un apport en fibres trop important avant la compétition. J'aurais même tendance à limiter, voire même supprimer dans Ouais, ouais. dans Dans les l'heure. protocoles, c'est ça. Ouais. C'est ça, dans les protocoles, c'est ce que tu réduis au fur et à mesure de ta semaine avant la compétition. Ok. Et il me semble qu'on t'avait partagé le même document que moi quand on avait un prépa physique au club d'escrime, où ça reprenait ces principes-là. Mais ouais, si vous pouvez vous dire, dans l'ordre des macronutriments, si on dit que les fibres c'est un macronutriment, qui se digèrent le plus vite, on a les glucides, les lipides, après les protéines, et le pire c'est vraiment les fibres, c'est vraiment ça qui a le plus gros impact sur la digestion et qu'on va chercher à limiter autour de l'entraînement en tout cas. Ok. Merci Trésor pour cette leçon. La Merci leçon. à vous. Le retour des petits sujets de nutrition, ça fait plaisir. En vrai. Ouais, franchement, ouais. C'est important. J'espère qu'on va pouvoir en apporter plein de nouveaux et plein d'intéressants. Mais ouais, si tu veux bien résumer, c'est quoi le conseil que les gens doivent retenir de toutes ces réflexions-là pour ceux qui font de la musculation et des sports de force? Le plus gros, ça va être quand même essayer de surveiller votre consommation glucidique, c'est-à-dire ayez des apports quand même conséquents.
Les recommandations, le bon point de départ, c'est 3 grammes par kilogramme de poids de corps en termes d'apport glucidique. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ pour justement maximiser un petit peu vos réserves et votre capacité donc, de travail à l'entraînement. Ensuite, toutes les stratégies glucidiques autour de l'entraînement, notamment dans les sports de force, donc dans les sports dans lesquels c'est inférieur à 90 minutes, les stratégies glucidiques ne sont pas relativement importantes puisqu'il n'y a pas une déplétion glycogénique assez importante. Donc, laissez ça de côté, vraiment essayez de vous concentrer sur l'entraînement et pas plus. Et vos apports journaliers sur l'apport glucidique, protéique et lipidique et même en fibres. Et à part ça, je pense que c'est déjà bien. Ouais, c'est bien, plein de conseils à appliquer dès maintenant à vos entraînements. Donc on espère que ça vous a aidé et même que ça vous aidera à mieux orienter les gens qui peuvent s'entraîner autour de vous. Hein. La musculation, dans la mesure où ça peut se commencer sans club, sans coach, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à demander des conseils à des copains, à des proches, à des gens qui y vont depuis plus longtemps. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous pouvez aiguiller autour de vous, c'est très intéressant aussi. Est-ce que vous êtes chaud qu'on passe sur la discussion pour les courbatures ? Allez, ça part. Qu'est-ce que vous entendez par courbature, vous ? On va commencer par moi, parce que je pense que j'ai le moins de notions sur ça. Mais moi, courbature, pour moi, c'est... Déjà, ça vient après entraînement, en post-entraînement, des douleurs musculaires, suite à généralement à un gros entraînement et une mauvaise hydratation, je sais pas. Ouais. Moi, pour moi, c'est ça un peu les notions que je sors. Sur ça, je pense qu'on est d'accord. On parle plus de courbature si la douleur survient pendant l'entraînement. Ouais. En général, on parle de quelque chose qui survient dans les 12 à 24 heures qui suivent l'entraînement. En général, on peut-être dit même c'est un une peu douleur. plus, il y a des gens qui l'ont 48 2 jours, heures. Ouais. 48 heures après. Ouais, ils appellent ça une douleur retardée musculaire en général, c'est ça. Dit OMS. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en général, c'est ça. Après, je sais pas comment est-ce que là tu vas orienter la discussion, mais en général, faudrait quand même essayer d'apporter une certaine distinction parce que moi, je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça et j'étais vachement étonné la distinction un petit peu entre courbature et dommage musculaire, ce qui est pas tout à fait la même chose. Du coup, Ok. on peut-être par la suite on essaiera d'apporter un petit point sur ça. Parce que pour moi, la notion de courbature englobe la notion de douleur musculaire. De douleur ou de dommage ? Ah, t'as dit douleur ? Ah ouais, ok. Là, c'est compliqué. Donc, c'est ça. Je vais dire ce que moi j'en ai compris de cette notion-là et de ce qui ressort à peu près quand on fait des recherches. Les courbatures, c'est douloureux, c'est des petites raideurs, etc. Mais c'est aussi douloureux au toucher. Ça survient, c'est le muscle qui est endommagé et qui, suite à une séance en général, soit une séance qu'on n'a jamais faite, donc une nouvelle contrainte mécanique, soit des contraintes en excentrique très importantes, entraîne ces dommages-là. Et donc, ça survient 12, 24, 48 heures après. On n'a pas vraiment, dans l'ensemble, il n'y a pas de grosses recommandations sur comment on fait pour les éviter, pour les prévenir ou pour les limiter après la séance. Donc, l'hydratation, pour moi, ça constitue un socle qui est immuable et qui permet de prévenir de pas mal de soucis de ce genre. Mais c'est pas l'hydratation en particulier qui va réduire les courbatures. Donc ça, pour moi, c'est une croyance. Même si c'est très important pour la performance, la récupération, le sommeil, la digestion en général, et que finalement, si on fait un lien entre toutes ces notions-là, on se retrouve à dire que l'hydratation, c'est bon pour les courbatures, pour réduire les courbatures. Dommage musculaire, je sais pas ce que ça implique comme notion et comme peut-être observation physiologique. Comme observation physiologique en général, c'est brièvement, c'est en gros une altération un petit peu de la membrane cellulaire, donc c'est-à-dire du sarcolème, et donc derrière, c'est une altération un petit peu au niveau de la fibre musculaire. Donc ça, c'est vraiment les dommages musculaires. Et par contre, les courbatures, je vais dire ça parce que par exemple, pour directement expliquer, pour que ce soit concret, en général, par exemple, on va prendre un cas de fibromyalgie. C'est par exemple des patients qui vont avoir par exemple des douleurs justement au niveau musculaire, mais qui n'ont pas de dommages musculaires, c'est-à-dire qui n'ont pas une altération au niveau du sarcolème. Donc ça déjà, ça a été une hypothèse, même un exemple qui a montré qu'il y avait justement une distinction à faire entre la douleur
et les dommages, puisque les deux ne sont pas forcément corrélés. On peut avoir de la douleur puisque c'est une sorte de sensation, expérience sensorielle répétée, c'est-à-dire que voilà, il peut y avoir cette douleur, mais pas forcément avoir de dommages. Et par exemple, la douleur, notamment la douleur au niveau des courbatures, elle s'explique simplement. Je vais essayer d'expliquer ça brièvement. En gros, ce qui se passe notamment, par exemple, pour l'excentrique, ce qui crée en général des dommages musculaires et parfois aussi des courbatures. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en gros, il va y avoir une hyperperméabilité, en gros, de la membrane. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en gros, beaucoup d'ions calcium, en l'occurrence, qui vont circuler donc au niveau intracellulaire et aussi du sodium. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une réaction physiologique classique. C'est en gros une sorte d'inflammation. Et du coup, il va y avoir des macrophages qui vont justement combattre cette inflammation. Et derrière, en fait, tous les résidus intracellulaires et même les résidus donc, produits par les macrophages vont altérer et vont venir impacter ce qu'on appelle la terminaison nerveuse qui innerve le muscle. Et en gros, c'est cette compression de cette terminaison nerveuse qui crée ce schéma douloureux. Mais ça veut pas c'est pas parce que en gros cette terminaison nerveuse est impactée que forcément il y a des dommages musculaires. Ça veut pas dire que le sarcolème est forcément impacté. C'est pour ça qu'il y avait cette distinction à faire. Et c'est là aussi que l'on différencie un petit peu les courbatures des dommages musculaires, même s'il y a quand même une certaine corrélation, parce que en général, lorsqu'il y a dommage, il y a tout de même quand même des courbatures et du coup une sensation douloureuse. Ok. Et donc est-ce qu'on peut avoir des courbatures sans dommage, si j'ai bien compris? Oui. Ouais. Justement, dans le cas de fibromyalgie. En gros, il y a une sensation de douleur au niveau musculaire, mais il n'y a pas forcément de dommage et donc d'altération au niveau du sarcolème. Ok. Moi, je rebondis juste sur une notion qui m'a fait penser à ce que tu as dit, Victor. C'est là, tu as parlé d'inflammation, Trésor. Ouais. C'est peut-être cette piste-là qu'il faut creuser pour réduire les douleurs et les gênes occasionnés par l'entraînement au niveau de ton alimentation et ton hydratation. Moi, j'aime bien la ceinture et j'en parle souvent. La ceinture, ça participe à réduire l'acidité induite par l'entraînement. T'as tout ce qui est nutrition anti-inflammatoire aussi qui est intéressant. Et c'est intéressant parce que du coup, si on va à l'extrême pour stopper l'inflammation, on a les notions de bain froid et de cryothérapie même, qui, dans notre cas, ne sont pas recommandés. Pour l'entraînement en résistance, la prise de masse musculaire, c'est une méthode de récupération qui n'est pas recommandée, même si ça induit beaucoup de résultats de détente, niveau musculaire, on se sent mieux en général, mais pour la progression en musculation, on ne le recommande pas. Ah ouais. Parce que niveau inflammation, il me semble que niveau inflammation, en fait, ça empêche les adaptations de se faire. Donc, même les douches froides, si vous faites de la muscu, c'est pas recommandé. Donc, l'inflammation, on peut la limiter si on a des grosses gênes, des grosses douleurs. De là à la stopper, c'est à prendre avec des pincettes, on ne stoppe pas vraiment l'inflammation avec la cryothérapie, mais de là à utiliser des méthodes qui sont aussi radicales, non. Mais par l'alimentation, on peut essayer de réduire peut-être les potentiels gênes et douleurs qu'on aurait à l'entraînement. Et donc, ceinture, mais aussi alimentation anti-inflammatoire. Tout de suite, je pense à Oméga 3, mais il y a beaucoup d'autres choses. Pour moi, la base, la base à retenir si on veut éviter une alimentation trop inflammatoire, c'est favoriser les oméga 3, donc les graisses polyinsaturées, limiter la viande rouge, limiter tous les aliments qui sont trop raffinés, donc sucre blanc, pâte blanche, etc. Et avoir un maximum de fibres. Et dans l'ensemble, ça, c'est déjà des premières pistes qui aident à limiter l'inflammation par l'alimentation. Donc, après, il y a une petite stratégie qui est aussi intéressante par rapport aux courbatures. Et ça, c'est dans c'est certains papiers, le dernier papier qui sont sortis, c'est Mathias Soulol qui en avait parlé. Par contre, on ne sait pas vraiment pourquoi, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment l'explication, mais il semble que justement une contraction, donc je crois que c'est 24 à 48 heures, il faudrait revérifier, mais on pourra mettre sur la vidéo YouTube le papier pour que vous puissiez vérifier. Mais je crois que c'est 24 à 48 heures avant un effort par exemple de type excentrique, donc qui peut potentiellement causer certaines courbatures et aussi des dommages musculaires. On a remarqué que faire un effort isométrique en excentrique ou même en concentrique, ça permettait justement de diminuer cette sensation douloureuse.
En Mais- isométrique? En isométrie, ouais. Ok. Mais je pense qu'il y avait des petites explications physiologiques, mais c'est pas encore assez précis. Donc on ne saurait pas vraiment dire pourquoi vraiment, mais il semble y avoir un effet relativement bénéfique. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une Bénéfique diminution de dans la le sens- perception. Ouais, bénéfique dans le sens réduction de la douleur Ouais. ou de la gêne. Ouais, Ouais, c'est ça. Est-ce que niveau performance, ça peut être, enfin niveau performance, progression et entraînement, ça peut être intéressant pour un prépa physique du coup, de mettre en place en amont d'une séance Ouais. avec beaucoup de travail en excentrique, une séance isométrie focalisée sur ce groupe musculaire là. Ouais, ça peut être intéressant, surtout on va dire au sein de la saison. C'est parce que notamment, s'il y a soit des matchs ou Ouais, des échéances ouais. qui sont assez rapprochées, ça peut être intéressant puisque voilà, on connaît aussi ce qu'on a dit, par exemple au niveau des effets de l'excentrique et notamment sur les courbatures et dommages musculaires. Donc dans ce cas-là, ça peut être potentiellement une stratégie intéressante pour justement diminuer cette perception et cette sensation et pouvoir justement optimiser un petit peu l'état de forme de l'athlète lors de la compétition. Et voilà. Et après, de toute façon, c'est aussi toutes les stratégies au niveau de la semaine, donc autour de la prépa physique, pour justement essayer de bien agencer les entraînements pour ne pas avoir trop de contraintes, par exemple excentriques, en pré-compétition, donc même jour 1 ou même jour 2 avant le match, pour justement essayer de limiter un petit peu ces sensations douloureuses et même cette perception, et pouvoir optimiser à chaque fois l'état de forme. Donc ça, c'est là où ça englobe plein de stratégies intéressantes en soi. Ok. Ah putain, j'avais pas vu passer cette info là, c'est très intéressant. On partagera le lien, mais C'est une piste très intéressante. pas d'explication. Après, moi, je l'ai pas testé. Faudrait l'expérimenter aussi pour essayer de. C'est de très voir. important. Très Ouais. important. Bon, si on passe en revue quelques questions autour des courbatures. Étirement pour réduire les courbatures. Alors, en musculation, ça induit des dommages ou enfin une contrainte supplémentaire. Ouais. Donc, c'est pas recommandé. Pour la musculation, c'est pas recommandé. Si pour la musculation, la course à pied ou d'autres sports, ça redonne un peu d'élasticité aux muscles, ça vous aide à vous détendre et à sortir votre séance, c'est aussi très intéressant hein, d'apprendre à rebaisser le rythme cardiaque, sortir de sa séance, se concentrer sur un rythme normal. Si ça vous aide, en ce sens, pourquoi pas. Mais est-ce que faire des étirements, ça réduit les courbatures? Enfin, non. Il y a pas de. Vous n'êtes pas partisan de ça? Non, franchement, pas j'en du tout. fais jamais. Hein. Courbatures, vous en avez? Ça vous arrive ou vous avez un rythme? Moi, j'en ai plus trop en vrai. Plus Moi, aux ça jambes, m'arrive. en fait, Ah ouais? que le haut du corps. Moi, j'en ai plus trop en vrai. Moi, je reprends un peu le bodybuilding en ce moment, donc Ah, mais moi, y a faut, des choses qui faut que je reviennent. reprenne aussi fort en vrai. Mais le ça, renfort à l'échec. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet aussi de mettre en lumière un petit peu, même si on le savait, mais qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre dommages musculaires, courbatures et adaptation hypertrophique. Ouais, parce c'est que ça, c'est une question intéressante. Il y a des gens qui se disent est-ce que les courbatures sont un indicateur de progression? Pas Non. du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui se disent oh là là, j'ai des courbatures de la veille, c'est-à-dire que j'ai bien travaillé. Ouais. Que t'as bien travaillé, que t'as travaillé différemment d'habitude et que t'es allé plus dur que d'habitude, oui. Ouais. Après, est-ce que c'est un indicateur de oui, cette séance-là te sera bénéfique par rapport à une séance où t'as pas de courbature? Non, Pas forcément. pas forcément. En ouais. l'occurrence, toi, Victor, tu observes plus trop de courbatures ces derniers temps. Ouais. C'est pas pour autant que tu progresses pas sur des mouvements ou même dans l'ensemble. Exactement. Il faut pas faire de raccourcis comme ça non plus. Est-ce qu'on peut s'entraîner par-dessus des courbatures? Ouais. C'est juste qu'il y aura une altération au niveau de la mobilité articulaire, des capacités proprioceptives et même au niveau de la capacité de production de force. Donc ça, c'est avéré, mais on peut tout de même s'entraîner. C'est intéressant parce que je suis de votre avis aussi et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui ne recommande pas ou qui dit faut faire attention. C'est le doc. Je mettrai la chaîne YouTube pour ceux qui connaissent pas. Il expliquait que à cause des raideurs et des dommages, parce que lui il considère que courbature c'est dommage, des dommages induits par l'entraînement, avoir de nouveau un entraînement en résistance par-dessus des courbatures, ça augmente le risque de blessure. Et il prenait en exemple From Human to God, Efkan Kurnaz qui a fait une grosse séance PEC avant un tournage. Et donc 2 jours après, au moment de faire son tournage, il voulait refaire une séance PEC. Et c'est là qu'il s'est déchiré le grand pectoral. Donc, est-ce que c'est lié? Peut-être, on ne sait pas forcément. En tout cas, la fatigue et la gêne occasionnée par les courbatures
peuvent avoir une influence négative sur votre exécution et donc peuvent vous faire sortir de votre cadre d'entraînement. Et c'est là, enfin, on en a parlé, hein, la prévention de blessure. C'est comme ça qu'on en arrive à la blessure. C'est quand on sort du cadre dans lequel on est entraîné et préparé. Et si avoir des courbatures, ça vous empêche de réaliser le mouvement comme vous avez l'habitude de le faire parce que vous compensez avec autre chose, en ce sens, ça peut présenter des risques. Mais globalement, tout le monde est d'accord pour dire que les courbatures, c'est pas suffisant pour freiner les gens à Mm. à aller s'entraîner. Il me semble même qu'il y a un haltérophile, Messo Hassona, c'est un Égyptien qui tire pour le Qatar maintenant. Un bon athlète, hein, il a 220 kilos à l'épaule jetée. Il expliquait que son échauffement, il durait entre 5 et 30 minutes et que ça dépendait seulement des courbatures qu'il avait. S'il a des courbatures de la veille, il va prendre un peu plus de temps et il va prendre plus de temps pour s'échauffer. Se concentrer peut-être sur les mouvements qu'il peut faire, bien chauffer les muscles, articulations, etc. Et que dans l'ensemble, c'était le seul changement que les courbatures induisaient chez lui. Ok. Enfin, après, c'est l'interprétation que j'en fais, mais il explique, la question qui a été posée, c'était combien de temps tu mets à t'échauffer? Et il disait 5 et 30 minutes, ça dépend si j'ai des courbatures ou pas. Ça s'arrête là. Donc, est-ce qu'on recommande aux gens d'arrêter l'entraînement s'ils sont courbaturés? Ah non. Non, Non. non, non. Non, juste comme tu as dit, il faut prendre des précautions, quoi. Ouais, c'est ça, faut être conscient en fait des feedbacks que le corps nous envoie et de se dire, bon, on n'est pas obligé de forcer de nouveau sur ça. Après, s'il y a une séance à faire, que la programmation est cohérente, etc., Ouais, il n'y c'est a ça. pas de raison que ça dépasse ça. nos limites, nos Ouais. capacités internes, comme on le dit souvent. Donc, à part l'isométrie, vous n'avez pas de méthode magique pour réduire les courbatures en amont Non. et en aval d'une séance d'entraînement. Est-ce il y a des choses à faire? Du repos, hein. Ouais, ça va être surtout ça. Dormir. Les choses simples. Les choses Ouais, simples. les choses simples. Bien dormir, bien s'hydrater avec la ceinture, et puis on est reparti, hein. Il y a quelqu'un qui me disait qu'il prenait des protéines surtout pour réduire les courbatures. Ah ouais? Ça vous parle ce genre de réflexion? Non, franchement. Pour moi, c'est pas. Mais je lui ai dit, ouais, c'est intéressant, j'ai jamais entendu ça, mais je lui ai dit, pour moi, il y a pas mal de croyances par rapport à ça. Parce que les gens associent euh, entraînement, en l'occurrence, lui, c'est du foot et de la muscu, c'est entraînement, dommage musculaire. Dommage musculaire, pour réparer, il faut des protéines. Donc, les courbatures, c'est Ouais. dommage musculaire. Donc, si je prends des protéines, je réduis les dommages musculaires ou je répare vite et j'ai moins de courbatures. Je pense que dans le cerveau, il y a ce genre de raccourci. Enfin, Ouais. dans le cerveau dans l'inconscient des gens, il y a ce raccourci-là qui se fait. Mm. Après, moi, j'ai jamais rien vu sur les protéines. Il y a plus la notion de BCA, enfin les BCA qui sont étudiés en ce sens-là. Et on n'a pas grand-chose. Enfin, pour retarder la fatigue ou les douleurs perçues, les BCA, c'est pas particulièrement recommandé. Par contre, moi, j'ai vu quelque chose sur la curcumine. Ça te parle ou pas? Curcuma. Bah, justement, c'est un pigment du curcuma. Non. Non, ça parle pas. En fait, il y a beaucoup de compléments qui ont été étudiés pour voir s'il y a des choses qui étaient intéressantes à mettre en place pour réduire les courbatures. La vitamine C, les BCA, curcumine, il y a beaucoup d'autres choses. Et il semblerait, j'ai pas réussi à trouver, enfin, en tout cas, il y a la méta-analyse que j'ai lue n'a pas de résultats assez probants sur aucun des composés qui ont été étudiés. Et il semblerait que certaines personnes aient de bons résultats avec la curcumine. Et il se trouve que c'est un complément qui est vendu par certaines marques. Après, toujours faire la part des choses entre le marketing qu'ils arrivent à mettre en place et les résultats Ouais, qu'on a vraiment bien avec sûr. certains composés. Mais si jamais vous êtes intéressé de tester et de nous faire un retour, Ouais. de toute façon, Pourquoi pas? on est preneur de retour d'expérience sur ça. C'est NutriPure qui vend de la curcumine. Donc n'hésitez pas à essayer si jamais vous êtes sujet à ce genre de problème. Mais sinon, dans l'ensemble, les courbatures, il n'y a pas trop à accorder trop d'importance à ces choses-là. Ouais. C'est ni un indicateur de bonne performance, ni un indicateur de progression, ni une gêne suffisante pour supprimer un entraînement. Peut-être le bon indicateur, c'est de se dire s'il n'y a pas de courbature, c'est qu'on commence à prendre l'habitude de l'entraînement et que Ouais, la exactement. programmation commence à prendre du sens. Ouais, surtout ça. Et dans l'ensemble, dès qu'on commence une nouvelle activité, enfin, je commence pas le bodybuilding comme une nouvelle activité. J'ai toujours fait un peu d'hypertrophie, mais là, ces derniers temps, j'en faisais moins. La reprise, je sens pas mal de courbatures. Pour autant, c'est pas une nouvelle activité. Et,
Et donc, si vous arrêtez quelque chose pendant 2 mois, il y a des courbatures qui vont revenir, vous allez reprendre. Ouais, fort. Mais c'est les petites Ouais, sensations de plaisir quand même. Ah non, j'avoue. Oui, oui. Ça fait du bien de faire un peu d'hypertrophie de temps en C'est temps. sûr. Faudra s'y remettre. Très intéressant en tout cas cette conversation Ouais. sur, j'espère pour vous, hein, mais moi j'ai appris pas mal de choses. Merci les gars. Merci à vous. On espère que Certainement. vous aussi vous avez appris, compris pas mal de choses et que vous saurez réexpliquer ou que vous avez un petit peu affiné votre avis par rapport à ça. On va avoir le temps de faire un bon versus sur les mondiaux de streetlifting. Bon versus et bon récap aussi. Ouais. Parce qu'il y a Trésor qui va nous faire un petit retour d'expérience. Trésor qui s'est rendu sur place. C'était la fête. À Cologne. Qui allait jusqu'en Allemagne Il y avait sur un coup de tête presque. Ouais, non, c'était la surprise. Ça fait plaisir aux déplacements. Si on s'organise bien, on pourra essayer de faire les prochains tous ensemble. En vrai, ça pourrait être intéressant. J'espère que ce sera autre part, tu vois. Même FNSL, on pourrait y aller. Ouais, fort. FNSL, ouais. Mais finalement, nous, pour là où on est situé, c'est pas si loin l'Allemagne. Hein. Non, vrai, non. C'est pas si loin. T'as mis combien de temps? 3 heures. 3 heures. 3 heures. Ah ouais. Ouais. Elle bombarde. Merci à la pilote d'avoir envoyé notre athlète, notre coach. Donc je vous propose de passer sur le versus et on verra si vous avez bien suivi les performances qui sont passées ce week-end. Allez. Le muscle-up ne ramène pas de muscle. Je suis plus fort que vous tous et je suis le plus fort mondial en fait. Trop relou. Ok, donc pour ce versus, c'est pas des connaissances scientifiques impressionnantes. Vous devrez pouvoir nous suivre normalement si vous avez suivi. Vous allez pouvoir répondre à pas mal de questions. Le but, c'est de voir seulement les choses qui ont posé problème sur cette compétition, les choses qui étaient intéressantes à noter et les performances de certains athlètes, surtout nos athlètes français. Ouais. Évidemment, parce on était bien représentés cette année, même les années d'avant. Ouais, fort. Donc, pour ce versus spécial Final Rep, en première question, je vais vous demander, à votre avis, combien il y avait d'athlètes français. Et donc, grossièrement, ça donne quoi le ratio athlète français sur nombre d'athlètes total? Ouais, il y en avait beaucoup. Ouais. En sachant que c'est compliqué de tout compter et que je me suis basé sur les athlètes qui étaient validés dès le début de la compétition, avant même le début de la compétition, c'est des choses qui ont été annoncées sur le compte Instagram de... D'accord. Donc, Final Rep. même les blessés et tout ça qui étaient censés y aller, tu les as comptés. Ah ouais. C'est ça, Ok. c'est ça. Ok. C'est bien, il a bien suivi. Il est Donc, conscient de toutes les petites vis de mes questions. Bon, du coup, combien Je d'athlètes dirais- français à votre avis? Je dirais 12. Ouais, C'est un juste prix, là? ouais, un peu. Ouais. Moi, je dirais, allez. Ah, t'es chaud, 12 en vrai. Hein. Moi, je pense qu'il y en avait 15 Ok, sur Ah, combien je- d'athlètes total? Je me tâtais aussi. sur 15. 90. Effectivement, il y en avait 90. 12, tu restes sur 12? Ouais. Ouais, je voulais dire 15, mais non, 12. En vrai. Il y en a eu plus en vrai, je pense. Et Ah ouais. let's fucking go. 22, putain. 22, hein. 22. On est 22. chaud en vrai. Il me semble en fait qu'il y en avait 19 sur les premiers 90 sélectionnés Ouais. et que à cause de certains problèmes d'athlètes qui payaient pas l'inscription, ou je sais pas, j'ai pas trop compris comment il fonctionnait au niveau, la relation entre Final Rep et les athlètes, mais il fallait payer l'inscription ou valider en fait sa participation. Il y a certains athlètes qui l'ont pas fait, ça a profité à certains, dont 3 Français, donc 19 sur les 90 premiers inscrits, et sachant qu'il y a 145 personnes au total qui ont envoyé des vidéos de qualification à Final Rep, qu'il n'y en a que 90 qui ont été sélectionnés, et sur les 90, on a 22 Français, donc ça fait Ouais. près de 1 sur 4, c'est énorme. C'est beaucoup. Ouais. C'est énorme. Et je comprends pas. Il faut faire une étude sociologique sur l'évolution de ce sport et comprendre pourquoi il y a des gens beaucoup de Français qui, Ouais. Les Français, on qui est trop pratiquent fort. ça. Ouais. Sport de force, on est trop fort. Tu regardes même au power et tout, gros. Ouais, non, c'est vraiment incroyable. Donc, 22 Français qui ont participé à ces mondiaux de streetlifting. Et là, on va rentrer dans le dur directement. On va voir, à votre avis, si vous vous souvenez, quelles ont été les plus grosses performances de la compétition. Donc, c'est quoi le plus gros muscle-up réalisé, la plus grosse traction, la plus grosse dips, le plus gros squat et le plus gros total. Donc, vu que Victor a marqué le premier point, on va laisser Trésor s'exprimer en premier. Et il me faut 2 réponses pour valider. Il me faut la charge
et l'athlète. Emu, c'est Perco, je crois. L'espagnol. Ok. Je crois que c'est 51. 51 Premier kilos. point pour Trésor. Ouais. Victor, à ton tour. Oh, PU, le boss. PU, on a notre Ludovic Adamantium national avec une traction à 120 kg. Exactement. La machine. Exactement. Un partout. Dips, je dirais que c'est. À chaque fois, je bug sur son nom, mais c'est Tonio, non? Ouais, c'est ça. Tonio. Je C'est crois qu'il ça. a fait 175 ou 180. C'est pas tout à fait ça. Victor, tu sais ou pas? Plus grosse dips. Dips, on est sur du 190, il me semble. Attends, pour celle-là, il a fait 185. Et en fait, Ah ce ouais. qui était impressionnant, c'est qu'il a ouvert à 175. Il a fait 185 et il avait annoncé avant même la compétition qu'il allait tenter 200. Donc il a fait un gap de 185 à 200. Il a tenté 200 au dips. Ouais, Et il l'a n'était pas tenté. ridicule. Il a Ah pas ouais. eu, il a pas passé. Mais il n'était pas ridicule. C'est-à-dire, peut-être l'an prochain, on verra une dips Putain, à 200 kilos. dips. Donc, bon, pas tant sur celle-là. Un partout, toujours. Ah, moi, je crois. Le squat, ouais, Victor. La plus grosse perf. Le squat, il me semble que c'est notre ami allemand, Timo. Non, c'est pas Timo. C'est pas Timo? Timo, c'est un moins de 94. Ah, mais il a fait un bon squat. 255, non? Il a fait plus. Plus? Ah ouais, il est allé chercher. Ah non, il a ouvert à 255. 255. C'est un plus de 94 qui a fait le plus gros squat. Ah, ok, bah, je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. Parce que Trésor, plus de tu l'as pas non plus? 94, Non, j'ai- je t'avoue que personne regardait. Ah, c'est un gamin, parce que nous, on a regardé. Ah ouais? C'est vrai, bah, je te jure. En vrai, Ah, Le que plus de 94, il y a ça plus suffit personne. pas. en vrai, ça Ah, faisait c'est de la terrible. peine. C'est terrible. Ça faisait trop de peine. Comment ça se fait? Il n'y a pas trop de hype. Il n'y a pas, de, y a Ouais, pas mais un les perfs sont athlète. pas ridicules. Hein. Ouais, mais en plus, je pense aussi, enfin, c'est malheureux, je veux pas propager cette pensée-là, mais je veux dire physiquement. Tu vois, enfin, Ah C'est ouais? moins- bah, C'est moins dessiné. c'est pas que c'est, ouais. Ah si. Bon, c'est pas bien de le dire, mais ouais, un petit peu. Du coup, je pense que peut-être dans la tête des gens, bon, ça paraît moins impressionnant parce que t'as l'impression que c'est un peu plus brut, donc c'est forcément logique qu'ils vont avoir des perfs assez Et puis- importantes. Aussi, il me semble qu'en plus de 94, il n'y avait pas de Français. Non, c'est je crois vrai. pas. Il n'y avait Ouais, pas de c'est Français. vrai. Donc la hype française, parce que nous, les Français, là, quand on regardait sur le live et tout, franchement, il n'y avait que des Français dans le chat et tout, tu vois. Ouais. Donc je Ouais, pense d'ailleurs, que c'est ça qui me fait rire. C'est dans les bonnes résolutions qu'ils vont prendre pour la prochaine édition. Il y en a une, c'est forcer les gens à parler anglais dans le chat. Parce qu'en fait, les Français, ils ont envahi le chat du live. en Et vrai, donc, ouais, dès qu'il y a une KT où il n'y a pas de Français, ça personne. parle plus. Quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est un plus de 94 qu'il a fait. Il a fait un squat à 310. 310 kilos. Et il me semble que c'est Wesh. un Ukrainien. J'ai plus son nom, j'ai écrit sur la slide après, mais j'attends de voir vos réponses sur le total. Trésor, est-ce que tu sais qui a fait le plus gros total et à combien il s'élève ce total? je pense savoir. Le plus gros total. Non, franchement, je sais pas. Moi, je dirais que c'est l'Italien qui a gagné les moins de 94 kilos, qui a fait un total à 588 et quelques, il me semble. Et Et ouais, c'est l'Italien Xavier. exactement. T'es pas loin. C'est pas tout à fait 588. Et je vais te donner le point quand même parce que c'était pas facile de l'avoir. Et ça veut dire que personne n'a atteint les 600 kilos de total sur cette compétition. Ouais. Donc, pour les muscle up et les tractions, on le savait, hein, 51 kilos et 120 kilos pour la KT moins de 87. Ouais. La dips à 185, squat 310. Ah oui, il s'appelle Yann, c'est ça. Yann, ok. Il s'appelle Yann. Et ouais, il a tapé un squat impressionnant. 310 Et kilos. donc, Xavier qui a gagné les moins de 94, il a fait 586,5. Donc, t'étais très proche du compte, Victor. Ouais. Et c'est une perf impressionnante. Ah, Parce que franchement. Ouais. ce qu'il faut noter surtout, c'est que il a fait du 12 sur 12. Oh, pff. Tous ces passages ont été validés. Donc, certains diront qu'il n'est pas allé chercher assez loin. Bon, en l'occurrence, il a gagné, donc il n'avait pas cherché il avait pas à pousser plus la performance. D'autres diront qu'il a parfaitement géré son match. Et moi, je suis plus de cet avis-là. Ce qui est dur, c'est de réussir à choisir les bonnes charges. Et quand on choisit une charge en troisième essai, le but, c'est pas de péter un record Ouais. Ouais. à tout prix. C'est
de gratter quelques kilos en plus par rapport à son essai d'avant pour construire un total. Et en l'occurrence, lui a construit le meilleur et c'est pour ça qu'il a gagné sur Baki. Et il Donc, met combien? Il met plus 16 kilos à Baki, je crois. il me semble que Baki a fait 570, ouais. Ouais. Plus 16 kilos, donc bon, c'est costaud. Ah, c'est quand même costaud, serré. Hein. C'est quand même serré. Ah ouais, mais- Baki lui manquait. Il perd 3 kilos sur les muscle-up, il perd 5 kilos sur les dips parce qu'il a fait 170, 175, c'était un peu Ouais. gourmand. Et le dernier squat, squat. après, il a raté des squats, mais il me semble qu'il a raté 2 squats. Non, le dernier, il me semble, juste le dernier lift. Ah ouais? Ouais. On va revérifier. Mais enfin, le squat, c'est sur ça, je pense qu'il a aussi une belle marge de progression. Ouais. Ouais. Mais il a offert du très très beau spectacle, il a fait une très belle performance. Mais en face, il y avait du solide. Donc 586,5. Les 600, ce sera pour l'an prochain, je pense. On n'est pas là. Même pour avant ça, hein, je pense qu'il y a des gens qui vont valider un total à 600 en compétition avant même les prochains mondiaux. Peut-être un Français. Ouais. Peut-être un Français à la FNSL. On verra. Peut-être Bon, des deuxième point. dips. Deuxième point pour Victor. Si on regarde la troisième question, ça c'est juste pour voir si vous avez réussi à voir l'info. Combien de temps est-ce qu'on a pour annoncer la charge qu'on mettra sur l'essai d'après? C'est-à-dire que quand on est athlète sur une compétition pareille, quand on passe un lift, on doit aller voir juste après notre lift le tableau d'arbitrage, la table d'arbitrage, pour annoncer la charge qu'on mettra après. Combien de temps on a pour faire ça après la fin de notre passage? Hein. Vous savez pas du tout? Vous avez pas vu passer ça? Moi, je T'as une pense... idée, Victor? Ouais, moi, j'ai une petite idée. Et toi, t'aimes bien attendre que Trésor il parle? Ah, là, ça a lui de parler, non? C'est comme vous voulez, les gars. Bah, Victor, si tu sais quelque chose, dis. En fait, moi, j'hésite entre deux. J'hésite entre 5 minutes, mais je pense pas. Je pense que c'est trop long. Donc, je dirais qu'ils ont 2 minutes. Il me semble qu'ils ont 2 minutes. Trésor, prononce-toi. Bon, allez, pour le jeu, je vais dire 3 minutes. Ah, le bâtard. 3 Ah, minutes. il y a moyen. Au moins que ce soit lui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, alors, information, j'ai pris cette info-là juste en voyant le live, en voyant que sur le live et qu'il y avait les overlays, Ouais. dès que quelqu'un finissait un lift, il y avait un timer de 3 minutes qui était placé à côté de son nom jusqu'à ce qu'il annonce en fait la charge du prochain lift. Donc, c'est effectivement 3 minutes. Et l'autre notion un peu intéressante, c'est qu'ils ont le droit à changer. À un changement, en fait. Ils ont Durant le les droit- 3 minutes? Ouais. C'est-à-dire que dans les 3 minutes, s'ils annoncent quelque chose, ils ont le droit après de le changer une fois. Et c'est ça qui a fait perdre sa deuxième place à Ludo, puisque Timo a changé une fois la charge à son squat, ce qui lui a permis de mettre 0,25 de plus, et donc de gagner au total sur Ludo à 0,25 de plus. Punaise. Donc beaucoup de stratégie. Hein. Ouais, mais c'est Beaucoup bien, de c'est bien. stratégie. C'est le jeu. Hein. Ouais, franchement, c'est Vous en cool. pensez quoi de ça? Des changements de charge comme ça, vraiment. Ah non, c'est bien, c'est Ah oui, intéressant. C'est, on va dire, une compète à côté de la compétition, tu vois. Ouais, bien C'est, Ouais. c'est de la tactique. Ouais, c'est ça. Ça ajoute une dimension supplémentaire. Ah, au c'est match. ça, il faut que les coachs ils soient bien focus, il faut qu'ils regardent Exactement. tout, gros. Bah, ça me fait penser un peu à l'haltéro, tu vois, on en parlait en plus la Ouais, c'est dernière ça. fois. tu vois. En haltéro, il y a beaucoup de coachs autour de l'athlète. Il y en a pour encadrer l'athlète, il y en a pour annoncer les passages, et il y en a pour faire la stratégie et regarder ce que les autres font et voir, attends, lui il est en forme, on va essayer de le pousser un peu, etc. C'est comme une partie de poker. Hein, en Ouais, vrai. c'est Il y a- ça. Il y a vraiment un jeu de stratégie à mettre en place. Et là, il faut être bien entouré pour pouvoir gérer ça. Ouais. En l'occurrence, ça joue une seconde place sur un podium. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, important. ça. Non, non, franchement, c'est bien ça. C'est pour ça, si vous êtes coaché, prenez un coach qui Un coach fait de vigilant. l'expérience sur des compètes aussi de temps en temps. Parce Ouais. que si vous voulez qu'il vous accompagne sur une compète et qu'il n'en a jamais fait, c'est compliqué hein, mentalement de garder la tête sur les épaules et de suivre le match comme ça. Il faut être très attentif. Ouais. Moi, c'est en haltéro, il y a beaucoup de coachs qui disent, enfin sur un week-end de compétition, quand je dois coacher et qu'après je dois tirer, je suis KO. Ouais, t'es fatigué mentalement. Pire, il y a des mecs qui arbitrent, qui coachent et qui. Ça, franchement, c'est super compliqué. Enfin, t'as le cerveau explosé après. T'es non, c'est t'es sûr. KO. Hein. Niveau concentration, c'est très exigeant. Donc voilà, 3 minutes pour annoncer le lift suivant. Ouais. Quatrième question. Sur le squat masculin, combien est-ce qu'on a de spotters et d'arbitres?
Donc là, pareil. Sur le plus squat proche. masculin. Alors, parce qu'il y a plusieurs KT. Parce que Justement. il y a justement. les petites KT qui mettent pas très lourd. C'est pour ça que j'ai précisé squat masculin et pas squat féminin. Ok, d'accord. Parce que c'est pas Ok. pareil sur le squat masculin et le squat féminin, mais il me semble que sur tous les squats masculins, cette année, il y avait le même nombre d'arbitres. Enfin, d'arbitres. Oui, il y a le même nombre d'arbitres sur toutes les KT, mais il y avait le même nombre de spotters. À votre avis? Moi, je dirais. J'hésite entre 3 et 4 parce que je pouvais pas filmer. Donc, je pouvais Tellement pas il y voir avait de l'athlète monde. tellement il y avait de spotters. Donc, Ouais, tellement il y avait de caméras aussi. Ouais. ouais, mais surtout spotters. Genre, il y avait aucun angle à Mais- part devant. Regardez bien à la vidéo, même les arbitres galèrent à voir l'amplitude correctement. Tellement il y a de spotters. Moi, je dirais 3. Parce que je pense que devant, on avait un Spotter angle. plus arbitre. Ah non. Ouais, Bah, attention. Arbitre. Victor, il se prononce pas là, il veut pas se faire avoir comme à la question d'avant. Il a bien raison. Bon, je Alors. dirais 5. 5 au total? Moi, je dirais 8 au total. Parce que dans les grosses KT, là, au squat, quand ça liftait lourd, il me semble qu'il y en avait 2 sur les côtés, un derrière, et 3 arbitres, profondeur. Putain, il y avait quoi? Ils regardaient quoi, les arbitres déjà? C'était profondeur, un qui était un devant, un sur le côté, un peu plus excentré. Ouais, je dirais 8. Ouais, c'est ça. C'est 8. C'est 8. Bien joué. Bonne analyse. C'est effectivement ça. Il y a 2 mecs de chaque côté des poids et un mec derrière. Bon, ça permet de rebondir sur 2 choses qui se sont passées sur les compétitions. Il y a une personne qui a été disqualifiée parce qu'elle a drop sa barre. Ouais. Est-ce que vous avez vu ça? Ouais, je crois qu'on l'a vu. Ouais. Je ne l'ai pas lu dans les règles, mais il me semble que c'est une directive qui est donnée avant de faire ton passage. C'est que les sauteurs sont là pour t'aider à re-raquer ta barre si tu n'arrives pas à remonter. Et en aucun cas, tu dois lâcher ta barre. Ah oui. Parce que sur les compètes de power, vous l'avez peut-être remarqué, mais les spotters et même les chargeurs sont bien équipés. Niveau protection, etc., il y a des chaussures de sécurité, il y a des vrais gants pour éviter de se pincer ou se faire mal avec les poids. En l'occurrence, là, ils étaient avec des Vivo Barefoot. Ouais. Je sais pas si t'as vu. Ouais, Ceux qui connaissent pas, c'est les chaussures qui reproduisent la sensation pieds nus où t'as une toe box, enfin genre l'avant du pied qui est très large pour que les orteils puissent exercer toute leur force, etc. Donc c'est vraiment des chaussettes. Genre, ça protège pas plus que des chaussettes. Donc une barre de 200 kilos sur votre pied nu, c'est cassé. C'est cassé. Donc, il me semble que c'est un Indien. Il a été disqualifié pour ça parce qu'il a raté son squat et il a drop sa barre. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ça, c'est Ça, c'est quelque hyper chose. dangereux. En vrai. Ah, c'est hyper quelque chose dangereux. à soulever. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est l'arbitrage. L'arbitrage sur cette compétition. L'arbitrage, franchement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y a des choses à revoir. Ah, Comme franchement, quoi beaucoup de choses à revoir. En fait, c'est sur leur. Moi, je les trouvais très fébriles sur leur prise de décision. À chaque prise de décision, ça se regardait. Ils n'étaient pas confiants, je trouvais. Et aussi, des fois, ils validaient un lift. Et par exemple, celui juste après, il va faire exactement le même lift, même profondeur, etc. Et pour je ne sais quelle raison, le lift ne va pas être validé. En fait, je sais pas sur quels critères ils se basaient à chaque fois. Ouais, sur ça, ouais, c'est vrai. Je dirais que sur ça changeait en fonction de la tête de l'athlète, quoi. Mais Ouais. sur la standardisation, je trouve générale, c'était un peu n'importe quoi. Ouais, non, je Genre, suis entièrement d'accord. Puis même dans le live, le live, on regarde bien, et dans le chat, gros. Le bon Jean-Luc. Jean-Luc, il a soulevé quelque chose d'intéressant. Ouais, qu'est-ce qu'il avait dit déjà, Jean-Luc? Il avait dit. En fait, le but d'avoir 3 arbitres, c'est de pouvoir valider un lift quand il y a seulement 2 arbitres qui sont pour. C'est-à-dire que si tu as 2 blanches, une rouge, ton lift est validé. Ouais. Là, le problème, c'est que les arbitres se regardaient et se concertaient du regard avant de lever leur drapeau ou non. Et finalement, c'était une décision commune. Bah, c'est C'est-à-dire ça. que c'était ouais. oui ou non. C'était aussi binaire que ça. C'est-à-dire que tu pouvais pas avoir 2 blanches, une rouge ou 2 rouges, Ouais, une ouais, blanche. C'était forcément 3 blanches ou 3 rouges parce que les arbitres attendaient de regarder les autres si c'était bon. Le problème, c'était que sur les tractions, il n'y a qu'un arbitre qui voit correctement si le menton est au-dessus de la barre. Donc cet arbitre-là, il a un peu la décision la plus importante. Ouais. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à regarder? Que le gars, il part de la boxe, qu'il a fini sa rep et qu'il remonte sur la boxe. Et qu'il n'y ait pas de keeping, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc les autres, techniquement, ils doivent. Ah, je suis entièrement ils doivent valider. d'accord. Hein.
Mais le problème, c'est que ça voudrait dire que il y a 2 arbitres qui voient pas le menton, qui à chaque fois valident la rep. C'est-à-dire qu'il y a, t'as toujours 2 blanches, même si tu mets pas le menton Ouais, de c'est manière ça. évidente. Et C'est ça. il y a un athlète qui avait une bonne barbe. Oui, oui, Et il oui. disait, enfin, on voyait les arbitres, je parle pas allemand, mais je comprends quand ils. Guten Tag. Ouais, mais ils montraient la barbe, mais en fait, la barbe était tellement imposante Oui, oui, que je l'ai c'était vu. difficile de se dire si c'était validé Et ou elle pas. était Ouais. bien brossée comme Ouais. ça et tout. Ouais. J'étais mort. Je pense qu'il a un peu abusé du truc. Et donc, Ah, il joue des règles. l'arbitrage était un peu, enfin, pas mal critiquable sur Ouais, ce franchement, point-là. ouais, franchement, ouais. Ouais. Puis je pense qu'on aura des retours des athlètes aussi Ouais. prochainement. Et je pense que ouais, faudrait qu'il y ait des. Je sais pas comment ils ont été choisis là, les arbitres, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une mise en place de formation. Tu vois, arbitrage, street lifting. En vrai. Même l'histoire de la ceinture, là. Oui, Ça n'a pas été validé, au dips. ça. Au dips. Ça, pour ceux qui n'avaient pas capté, donc au dips, il fallait avoir une profondeur de hanche que lorsque vous descendiez sur votre dips. Il fallait qu'en gros, la hauteur de votre ceinture dépasse, c'était quoi? Votre main. En fait, il regardait le point le plus bas de la ceinture au niveau des hanches, enfin au niveau des hanches, au niveau du bas du dos. Donc il regardait derrière le corps et il disait le point le plus bas de la ceinture à cet endroit-là, il doit atteindre la hauteur des mains, Il doit la dépasser. hauteur des poignets. Non, c'était pas la hauteur des poignets, gros. Ah si. Non, c'était la hauteur des doigts, gros. Oui, enfin la hauteur de la prise, des poignets les poignets de la station. Ah, ok, moi je sais qu'il fallait que ça dépasse les mains, justement. Pour moi, c'est au moins cette hauteur-là et en dessous, c'est mieux. Mais c'est Ok. comme la profondeur des épaules. Si tu as l'arrière d'épaule qui est à hauteur du coude, c'est bon. Si ça descend en Normalement, dessous, ouais. c'est mieux. Bah, normalement, ouais, mais justement, ils ont Ouais, et invalidé l'arbitrage plein. après, mais ça, enfin, là, pour le coup, je prends la défense des arbitres. Dans le feu de l'action, le rôle de l'arbitre, c'est de trancher quand il y a un doute, et la décision n'est pas toujours bonne, malheureusement. Il y a plein de trucs critiquables, etc. Mais quand on est sur place, on fait forcément des erreurs. Et dans la mesure où c'est des erreurs honnêtes et que c'est pas du favoritisme, on peut pas trop les critiquer sur ça. Mais la règle de la ceinture était pas mal compliquée à interpréter parce qu'il y a des athlètes, notamment une athlète française, qui mettaient leur ceinture super basse Ouais. dès le début. Ça veut dire qu'avant même de commencer à fléchir les coudes, Elle était la ceinture en était dessous. déjà en dessous des poignets Ouais. de la station. Donc, comment ils interprètent après l'amplitude, Mais c'est ça, mais je pense qu'il faudrait l'enlever en vrai, cette règle. Ouais, Ah. cette règle. Elle sert à rien. En vrai, qu'on soit clair et net, elle sert à rien. Parce il y a je des vois- gens qui arrivent à dips très bien en penchant beaucoup le buste Ah ouais? et en gardant les hanches très hautes. Ah ouais, mais pour moi, c'est valide. Pour moi, c'est une dips, gros. Ouais. Ah, gros, tu fais. C'est-à-dire T'as- que si t'as- les poids ne descendent pas du tout et que tu as juste le haut du corps qui bouge, Et je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est dips en vrai. c'est compliqué. Pour moi, c'est un mouvement relatif, c'est un non-mouvement. Ah, le mouvement, Ouais, il est je vois ce que tu veux optimisé. dire. Ouais, mais enfin. Ah, En fait, si. il y a pas de, je vois pas d'autres mouvements où on pourrait faire de parallèle, mais il n'y a pas de mouvement du poids. Il y a que le mouvement du corps. Ouais, ouais. C'est pas de l'isométrie, hein, attention pour ceux qui suivent pas trop. J'essaierai de mettre un maximum Ouais, d'illustration. faudrait que. Ouais, mais en parce soi, que la c'est- force externe ne bouge pas, tu vois. Donc en soi, l'effort reste le même. C'est juste qu'il y a moins de variations au niveau de la force externe. Donc oui, potentiellement, tu as peut-être moins de difficultés puisque tu as moins de trajet. Mais en soi, le trajet au niveau de ton numérus, il reste similaire. Donc en soi, ça reste valide. Hein. Bah ouais, pour moi, c'est ça en fait. Pour moi, s'il n'y a pas de déplacement de la charge, le mouvement, il perd son sens. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce Mais je veux que dire, en soi, quand tu optimises, il y a des mecs qui font ça très bien. J'essaierai de. Oh non, ça va être impossible de retrouver cette vidéo-là, mais il y a des mecs qui soulèvent un poids super lourd et en fait, pour mettre le poids au-dessus de la tête, ils font pas un développé. Ils se baissent en dessous, un Ouais, peu comme un Turkish get-up. Ouais, je vois ce que Ils tu se veux dire. baissent en dessous et en fait, c'est tout le corps qui bouge autour du poids. Ouais. Et finalement, le ressenti de la charge, il est nul à ce moment-là. Donc, En pour moi, fait, ça là- optimise le mouvement, mais je veux dire, en soi, en termes de production de force, tu retrouves quand même une certaine production de force, puisque Ouais, la t'es force obligé. externe ne bouge pas, tu vois. oui, ouais, ouais. En fait, t'as un certain déplacement. Là, dans le cas, ce que tu es en train de dire, ce serait dans le cas où la personne en fait maintient ses hanches hyper hautes et ne descend que son buste, mais ce qui est Ouais, non, je presque pense qu'il y a impossible. personne qui arrive à le faire. C'est impossible. Donc il y aura forcément une variation de mouvement au niveau de la charge, mais elle sera peut-être diminuée sur quelqu'un qui garde relativement ses hanches assez hautes.
Mais je pense qu'en soi, moi je suis quand même d'accord avec Victor, c'est pas une règle hyper Non, utile. non, Ouais, c'est Parce que la indispensable. démonstration de force est quand même la même quand tu vois Oui. quelqu'un qui penche beaucoup le buste et qui se grandit Oui, d'un coup. bien C'est sûr. Voilà. tout aussi impressionnant. Ouais. Donc, je pense que la règle doit être motivée. Enfin, modifié, revisité. elle part pas de rien du tout non plus. Je Non, pense qu'elle non, doit en être vrai, ouais. modifiée. Elle Ouais. va pas supprimée totalement, mais elle doit être modifiée. Mais je suis d'accord qu'il y a des problématiques par rapport à ça. Et si on passe brièvement sur la performance de Baki, il a fait la plus grosse traction de sa catégorie. Il a passé 107,5 kg. Et il a fait un muscle-up à 40 kg seulement, finalement. Ouais. Alors qu'il était en bien meilleure forme que son concurrent. Vous en pensez quoi de son muscle-up à 43 kg? Ah, ça tenait qu'à moi je l'aurais validé fort. Moi, justement, sur les critères d'exécution et de validation. Parce que toi, tu du l'as vu muscle-up, en direct. Toi, tu l'as fait en Ouais. direct? Ouais, et je trouve que sur les critères, il y a des choses vraiment à revoir. Parce que, encore une fois, après, bon, voilà, on en a déjà parlé, et peut-être que c'est chipoté, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'optimisation autour de la flexion de hanche et de flexion de genou, à mon goût en tout cas, et ce qui altère beaucoup trop le mouvement de base. Ah, tu trouves qu'ils étaient pas assez verrouillés au niveau des hanches et des genoux? Pas assez. Non, on n'était pas assez exigeant parce que si tu remarques qu'il y a trop de variations au niveau de l'exécution, au niveau du muscle-up, même si c'est normal, mais je parle vraiment au niveau des membres inférieurs. Si tu remarques par exemple Aubin ou Perco, Ça bouge pas. ça bouge pas du tout. C'est vrai. Alors que par exemple, tu prends Ludo, même si j'ai adoré ses performances, en soi, son muscle-up, il y a quand même une flexion de genou. Je suis d'accord. Et beaucoup d'athlètes étaient comme ça. Il y avait beaucoup de flexion de genou et pourtant c'était validé. Et je trouve qu'on n'est pas assez exigeant là sur les critères d'exécution sur ce mouvement en tout cas. Ouais, je suis d'accord Toi, aussi. tu voudrais rajouter des critères. En fait, Alors que là, on parle seul. Enfin, on peut optimiser avec la flexion de hanche, ça je peux comprendre. Et c'est une optimisation et en même temps ça permet aussi de réaliser la portion haute et même le muscle up. Mais par contre sur la flexion de genou, je pense qu'il faut être très exigeant. Ça c'est interdit, je trouve. Flexion de genou, c'est pas possible. C'est un keeping en soi. Même une très légère pour moi, c'est pas possible. Et même sur une traction en soi. Même sur une traction, je trouve que ça devrait être. On devrait être vraiment exigeant sur ça. Il n'y a aucune flexion de genou. Il peut y avoir une légère flexion de hanche, mais il n'y a aucun momentum qui doit être créé sur les membres inférieurs. C'est un mouvement de membre supérieur. Sinon, dans ce cas-là. mais je suis complètement d'accord avec toi, mais j'essaye d'imaginer le mouvement si la flexion de genou est interdite, mais la flexion de hanche est autorisée, et l'inverse. Oui, Et oui. pour moi, c'est les hanches qui aident beaucoup. Oui, bien sûr. Et les genoux, si tu fléchis juste tes genoux au début, il faudrait les retendre très vite pour donner de l'élan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pas la flexion de genou qui pose problème, c'est vraiment l'action conjointe des deux pour Ouais. envoyer le poids des jambes vers le haut. Ouais. Parce que juste quand on se concentre pas sur la cuisse mais seulement sur la jambe, là l'élan créé est quand même moindre. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines reps qui sont magnifiques, genre Ouais, c'est ça. niveau esthétique et qualité d'exécution, c'est irréprochable, et qui sont validés, voire des fois pas validés. Et en l'occurrence, je trouve que Baki, c'était pas la pire. Ah non, il était bien ça. Baki, Non, ce c'est qui a pas la posé pire. problème, c'est que il est parti bras fléchis, il a tendu et il est reparti très vite. Et donc, le moment où il était bras tendu, il était trop court ou trop peu ouais. perceptible pour que les arbitres disent c'est bon, il est parti bras tendu, la rep est valide. Ouais. Mais donc, pour moi, c'était quand même bon. Par contre, la traction à 107,5, il est un peu loin. Enfin, un peu loin. Non, pas loin. Loin, c'est un mot trop fort. Je pense il est pas assez au-dessus de la barre avec son menton pour qu'elle soit valide. Ouais. Le problème, c'est qu'il est loin de la barre, donc ça se voit pas très bien. Mais je pense si on regarde bien, elle est pas valide. Et en tout cas, je suis dégoûté pour lui que les 43 soient pas passés parce que il avait l'air confiant. Il a taffé dur pour ça. Genre, muscle-up sur ces KT-là, c'était une perf de ouf. Ouais, bien sûr. Ouais, non, je suis d'accord. Il se retrouve avec un passage à 40 kg alors qu'il voulait faire le record du monde. C'est dommage. Enfin, le record du monde dans sa KT. C'est dommage. Mais donc, ouais, l'arbitrage un peu flou. Et même, brièvement, la règle autoriser à mettre les poids Ah oui. devant les jambes. Ouais, Ah ouais. oui. Ça, je comprends pas pourquoi Final n'a pas fait ça. Pareil, j'essaierai de Ils mettre des images. ont- J'ai genre un montage de ouf sur cet épisode. Ils- Je mettrai des images, mais normalement, dans la plupart des fédérations dans le monde, en streetlifting, aux tractions et au muscle-up, tu dois avoir les poids entre les jambes. Là, ils autorisaient à les avoir devant les jambes. Et il y a des gens qui en ont profité sur l'instant, qui sont jamais entraînés comme ça, et qui se retrouvaient à faire leur muscle-up, Ouais. kipper, Bien perdre sûr. le poids sur le côté. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, il y a un athlète qui a bu les 3 fois comme ça.
il a bullé 3 fois. Il a bullé, donc il a eu 3 no-lift sur les muscle-up. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, cette règle-là? Est-ce que vous avez déjà fait des tractions comme ça, niveau sensation, etc.? Non, pas du jamais. tout. Pour moi, c'est un cache-misère. Pour moi, c'est pour cacher un Ouais, keeping. ouais, bah bien sûr. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont Je autorisé suis ça. d'accord, je suis d'accord. Mais heureusement, Ludo et Perco, du coup, les grosses performances qu'on a vues dans le versus, là, c'est des reps qui ont été validés avec les points entre les jambes. Ah, donc ça montre que- Perco, BG, Perco, il a fait devant. ouais, c'est Ah ouais devant. Ah hein. ouais, son muscle-up, il Perco, l'a fait devant. 51 kilos, c'est devant lui. hein. Ouais, Ah merde, je me souviens pas. quoi, c'est devant. Bon, en tout Et- cas, Ludo, il a mis tout le monde d'accord. Il a montré Ouais. que c'était possible de faire les choses proprement Ouais, ouais. avec les points entre les jambes. Ouais. Ludoro. Non, Ludo, c'est le boss. Ah ouais, hein. Perco, il Sans avait équipement. mis devant les jambes. Ouais, il a bien mis adapté. devant. Ouais. Après, Perco, c'était pas les reps les plus crades non plus niveau C'était keeping. très très propre. Non, c'était hyper propre. C'était les plus Et propres. bon, je trouve. Baki, j'aimais bien sa mécanique aussi. hein. Ouais, mais tu dis que déjà l'arbitrage, il était moyen. Si en plus comment dire, tu rends encore plus compliqué la perception Ouais, de ouais, l'effort, c'est, enfin, Moi, je suis d'accord. tu vois. ouais. Bon, il y aura des trucs à revoir. Parce qu'en soit vraiment la répétition de Perco, je vois pas comment les arbitres ont pu voir s'il y avait eu ou non un keeping. On pouvait le voir que de l'arrière. C'était impossible Et autrement. ils étaient tous placés devant. Ouais. Bah franchement, ils étaient tous placés devant. Ça, déjà, je trouve ça complètement Ça, incohérent. enfin, Le keeping, il se place le plus bah bien de sûr. profil. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, pas cohérent. Donc, Dommage. Mais ouais, bon, après, ils ont quand même organisé un événement de ouf. Je pense ouais, c'est ils incroyable. ont appris pas mal de ça. Et même l'organisateur et Final Rep, ils ont déjà communiqué sur les choses qu'ils aimeraient corriger pour l'an prochain. Ils ont même parlé de tests antidopage. Intéressant. C'est Walid, hein, l'athlète de la SWAT team qui était blessé, qui n'a pas participé, mais qui faisait les commentaires parce qu'il parle plein de langues différentes. Ouais, c'est incroyable. Il est très chaud. Il expliquait, ouah, franchement, si on met en place des tests antidopage, on va avoir beaucoup moins de monde à cette compétition. Ouais, surtout, il disait que les Polonais étaient chargés, Ah mais ouais que là-bas, c'était légal en fait. Ouais. Dans leur truc, c'était complètement légal. Ils faisaient même C'est la vente abusé. et tout sur Insta et tout, tu vois. La promotion sur Insta. Ouais, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, ça va s'améliorer et il y a déjà une bonne base quand même. C'était un bel événement. Ouais. Donc, ouais, pour revenir à la question, il y a effectivement 8 personnes Ouais. qui encadrent. Le lift. Sur les dips, je me souviens pas, il y avait pas mal de monde aussi parce qu'en fait, Ouais. sur les dips et les tractions, ils tiennent le poids pour l'équilibrer jusqu'à avant que tu te places, quand tu te mets dans le vide. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Donc, 5 spotters sur le squat et 3 arbitres. Bon, j'ai noté 4ème, mais c'est la 5e question. On va parler d'un athlète qui a effectué un record du monde, Ouais. mais qui a été disqualifié de la compétition. Est-ce que I vous know. vous souvenez? Ouais. Tu l'as? Ouais. C'est pas everyday. Ah, Si, c'est everyday Everyday avec training. une traction à 100 kilos, du coup. Qui exactement. Everyday, quel KT, tu te souviens? Moins de 80. 80. Ouais, c'est ça. Donc la KT au-dessus d'Aubin, mais en dessous de Ludo, c'est ça? Ouais. Il y Ouais. avait qui d'autre? Il y avait un autre Français, non? En 80? Ouais, non, je sais plus. Enfin, je sais qu'en 87, il y avait Joseba des Captain, Ouais. et qu'avec Aubin, il y avait Franzi. Moins de 87 a été relevé. Hein. Ouais, non, franchement, Ouais, celle-là, il y avait monstrueux, plus gros ouais. fight. J'ai trop kiffé, moi. Non, je crois qu'il était tout seul, Il everyday. était tout seul. Ok. Ou alors un autre français, mais peut-être un peu moins connu, je sais pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ouais, il a été disqualifié parce qu'il a bullé au dips. Invalide. Enfin, c'est horrible, hein, mais quand t'es perturbé comme ça, c'est genre, premier lift, on le refuse pour amplitude. Deuxième lift, pareil. Et troisième lift, il se force à descendre beaucoup. En mettant plus lourd. Ah, il est monté? Ah, il est monté, il me semble. Ouais. Ouais. Et il remonte pas. Donc, Oh. bulle. Mais il s'est quand même battu après pour le squat et ça fait plaisir. Il avait est des pas coups de tir en abandonné. plus, non? Ouais. Ouais. En vrai, d'ailleurs, grosse force Ça à lui coûte parce cher, que moi, je le suis sur Insta et il s'est buté tout l'été, toute l'année à Ouais, de l'entraînement. ouf. Et Ouais, t'es ça là, fait chier. frère, sur 3 lifts pas validés. Ouais, non, Ça c'est va sûr. vite. Hein. Dans la tête, ça doit faire mal, mais après, c'est des événements. Prendre Après, les coups d'hier, Tu te relèves. Ah, tu veux t'exprimer? Non, mais. Si, exprime-toi, Trésor. Non, mais je trouve qu'il. Voilà. Non. Faut pas pousser l'optimisation. Bah, après, c'est vrai, parce que Apogée. tu regardes Ludo, pas de coup d'hier. Tu regardes Aubin, nos coups d'hier. Tu regardes Théo. Théo, Ouais, ouais, nos bien coups sûr. d'hier. Bien sûr. Et ça soulève lourd. hein. Ouais, Ça ouais, non, soulève ça, c'est lourd. sûr. Mais je pense qu'il faudrait quand même standardiser les choses et apporter la même exigence pour tout le monde. Ouais, je suis C'est-à-dire Ouais, je suis aucun d'accord. coup d'hier. Je suis d'accord. Ouais. Ah, Mais ça se enfin- trouve, j'avoue, ça aurait peut-être changé la donne. hein. Moi, je vais vous dire, hein, enfin, c'est avec toi, très qu'on se faisait cette réflexion-là. L'équipement, c'est ça qui fait vivre un sport. Malheureusement, c'est ça. Gros, si tu veux des moyens dans un sport, Oui, il bien faut sûr. qu'il y ait une marque
Il faut qu'il y ait des bien sûr, sponsors. c'est vrai, Ouais, c'est Et vrai. si la marque, elle vend pas des trucs, elle se développe pas, le sport se développe pas. Ouais, Donc, Exactement. pour moi, là, tu vois, actuellement, c'est SBD. SBD, ils ont pas besoin du street pour se développer. Ils fonctionnent bien avec la force, ils ont leur compète, etc. Si Grand Nation, ils veulent tenir, ils veulent commencer à organiser des événements, bah, faut qu'ils puissent vivre à côté, tu vois. Ouais, c'est Que, sûr, c'est que sûr. l'entreprise tourne bien. Donc, moi, de ce côté-là, je suis plutôt pour les coups d'hier. Après, je suis toujours un fervent défenseur des gens qui arrivent à s'entraîner et à performer sans matériel. Mais pour moi, pas de coups d'hier, pas de genouillère. Ouais, en vrai, il a raison. Pour moi, c'est pareil. Ouais, je C'est suis soit d'accord. les deux, soit aucun des deux. Oui, Enfin, oui, non, oui, oui. faut Non, être ça, je vois cohérent. ce que tu veux dire. Et C'est du coup, vrai. c'est juste que je trouve que ça dénature un petit peu la discipline de base. C'est ça, en fait, le souci. Enfin, ouais, la philosophie du sport. C'est plutôt. ça. Ouais. Qui est, ouais, le street, c'est à poil in the street, quoi, directement. On Ouais, s'entraîne mais est-ce sans qu'à Poil in équipement. the Street, t'as 200 kilos en plaques calibrées en métal avec Non, bien sûr, des gars sûr, qui bien te tiennent sûr. tes reps? Enfin, Bien non, sûr, ça, bien c'est sûr. la discipline a bien évolué. C'est ça, la discipline se professionnalise et c'est sûr qu'on va attendre vers ce genre de choses. Hein. Et comme tu as dit, en vrai, c'est Ouais, une mais bonne là, c'est remarque, plus- Maxime, pour c'est- l'équipement. C'est le- plus l'aspect financier qui Ah amène ouais. la professionnalisation. Mais en soi, c'est pas parce qu'il y a des équipements qu'on professionnalise une discipline en soi. Non, Enfin, non, non, Mais non. ça en fait partie, ça en fait partie. Ouais. Si, en vrai, Maxime, il a raison. Ça Non, mais rajoute non, je des vois sur la sponsors. réflexion qu'il y a financier. derrière ça. C'est genre une discipline qui évolue, c'est un équipement qui s'affine rien que sur les stations dips. Hein. Des stations dips de plus en plus qualitatives et de plus en plus optimisées pour la performance, ça montre que la discipline évolue et que le milieu se professionnalise. Ouais. Là, ils avaient quand même des stations dips qui étaient réglables en largeur, donc adaptables à chaque taille d'athlète, Mm. avec, bon là, en l'occurrence, c'était une box que quelqu'un tirait derrière pour que l'athlète puisse se mettre dans le vide. Mais il y a des stations dips qui sont encore plus optimisées que ça, où c'est une plateforme carrément qui est tirée derrière, pour que les gens puissent être dans le vide sans avoir à trop se mettre en avant, un petit peu comme on peut voir dans certaines fédérations de force athlétique, où c'est des monolifts, c'est-à-dire que quand on déraque, les racks tombent, et c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire les pas en arrière pour faire son squat. Ouais. Et pareil pour le bench. Bah, au dips, là, les stations qui sont en train de se créer, c'est un peu ce fonctionnement-là. Et moi, je trouve ça intéressant, et c'est effectivement un marqueur d'évolution positive, de professionnalisation de la discipline. Mhm. Mais je vais dans ton sens aussi, Trésor. Plus d'équipement sur l'athlète et plus d'optimisation, ça veut pas dire évolution positive Ouais, et c'est ça. professionnelle Faut de pas la faire un discipline. raccourci non plus. Ouais. Enfin, si un jour il propose du street lifting équipé avec des combinaisons de force, etc., je dirais pas que c'est une évolution de la discipline. Ouais. Et je sais pas s'il y avait des règles sur ça, mais sur les dips, si tu mets une combinaison de force, pareil, Il y en avait tu aussi- descends pas. Mais... Il y en avait au squat qui était en singlet. Hein. Ouais, en singlet, c'est pas les combines de force Ah, non plus. ouais. Singlet, ouais, aussi. Ah ouais. Tu regarderas bien les compétitions de powerlifting équipées, c'est des combinaisons tellement serrées C'est dans qu'ils marchent pas Ouais. correctement en fait. Même il y a quelques athlètes en row qui ont des genouillères tellement serrées qu'ils n'arrivent pas à plier les jambes Ouais. quand ils marchent. C'est Ouais. c'est ridicule de s'abuser. Bon, donc on a parlé d'Everyday Training qui nous a offert quand même une très belle performance. Ouais. Si on fait des petites enchères pour finir ce versus, pour voir un petit peu tous les athlètes que vous avez suivis, découverts, dites-moi combien d'athlètes ayant participé à ce mondial vous êtes capable pardon, de me citer. C'est chaud en vrai. Ouais. En sachant qu'il y en a 22. Ah, j'ai dit athlète, j'ai Ah, pas dit ok. athlète français. Ok. Oh. J'espère que tu vas nous citer un petit peu Pour d'étrangers, 90. quoi, des voisins. Je cite les 90. 90. J'avais 10, moi. 10. Moi, 15. C'est chaud. Bah, c'est vrai qu'il y a les femmes, hein. Les femmes, vous pouvez en citer quelques noms. Non, mais les féminines Bon, ont moi, fait je m'arrête. très bonne paire. Tu t'arrêtes. Je le laisse. 15. Ok. J'ai le chrono sous les yeux. Quand tu veux, 3, 2, 1. Allez. Ok. Ashura, Aubin, José, Captain, Ludo, Baki, Théo. Baki, Théo. Ok, là je passe aux autres. Xavier, l'italien. Perret. Nadine. Pauline. Inès. Everyday Training. Et un dernier. Ah non. Encore 2. 13. Putain. Je
sérieux là ou quoi? Putain. Tu les as, gros, tu les as. Mais gros, je Tu t'es mal organisé. Ouais, je me suis Tu t'es mal mal organisé organisé. pour les réciter, mais tu les as. Il te reste 15 secondes. Oh, ça va. Ta gueule. Ça va. Ouais, je suis sérieux ou quoi? Et allez. C'est dans la boîte. Fin du temps. Mais putain de merde. Ouais, je suis sérieux quoi. J'ai trop envie de le frapper, ça. Ça t'as eu un trou. Mais frère, Ah, mais. il y avait Qu'est-ce qui qui, t'arrive? il y avait qui d'autre là? Mais attends, t'en as No cité bet. plein, mais. Enfin, je sais pas si je pourrais le refaire les 15 là, mais. Bah, Timo, tu l'as pas cité. Ouais, parce que vas-y. Tonio, tu l'as pas cité. Ah ouais, vas-y. Il y a un Belge, Bear Workout, qui s'entraîne pas mal avec les Français et qui était coaché par Souliman. Ouais. Et Julie, ouais, coachée par Paul. Ah bah oui, Julie, par 9h29. Par Laura. Ouais, Laura, pardon. Non, ouais, Bah, non. en vrai Non, les 15, t'y étais. J'y étais, mais c'est T'as quoi? paniqué. Non, mais c'est. Juste parce que Mais ouais, mais ça qui me rend ouf aussi là. Bah 15 secondes. Oh là là, c'est Alors, dommage, ça tu va. l'avais, tu l'avais. Ah, du coup, j'ai quand même gagné. Je pense que t'as quand même gagné le versus, mais J'ai ces quand enchères-là, même gagné. Quoi, c'est combien là le. c'est un point. enchère Ah. Bah, surtout si c'est. Enfin, pour moi, le versus, Attends, c'est. Everyday, j'ai gagné. Ça, j'ai gagné. Ouais, Everyday, il l'avait aussi. Ouais, mais je l'ai dit avant, c'est quoi ça? Ouais, il le savait avant, il a dit ouais, je l'ai, on t'a laissé réfléchir. T'as dit Bon, moi, je Everyday, mets pas de points sur ça. moi, j'ai dit l'attraction en plus, 100 kilos. Ah oui. Non, il l'avait, je mets pas de points là-dessus. Alors Alors, on est sur 2 victoires d'affilée, me semble, en plus. Ouais, Ça. c'est bien, c'est bien. Cette année, je Là, reprends il y ma a revanche. combien là du coup? Sur la fin, ouais, t'es chiant, je vais devoir revérifier tous les scores. Ah, ça se trouve, en vrai, ça se trouve, j'ai dit non, on va voir. Non, en vrai, je pense que Victor, t'as marqué plus de points. Alors, on va dire ça directement. Première question, c'est Victor qui a eu le point, non? Ouais. Ouais. Le ratio. Ah non, Si, t'avais si. dit combien? J'ai dit Combien 15, de j'avais France dit 12. S'il avait Ouais. dit, ouais. Donc, première question. Après, plus grosse performance de la compétition, je pense que vous avez tous eu deux réponses. Ah non, Non, Victor, il en a Victor, il y en a plus. une de plus parce que squat et total, vous aviez pas. Donc, c'est Victor qui a eu le point sur ça. Donc, 2-0. Combien de temps pour annoncer la charge sur chaque C'était passage? Gips, C'est 3 Trésor. minutes. Combien de spotters? Ça, c'est toi. Ouais. Quel athlète a établi un record du monde mais a été disqualifié? Ça, je mets pas de Ouais, point. on a dit tous les deux. Et tu marques un point parce que Victor a pas réussi à faire les enchères. Alors 3-2, 3-2. poteau. 3-2. Ouais, Ah, je vais let's go. préciser les règles du versus parce qu'en vrai, moi je préfère que le mec soit gourmand et qu'il joue. Donc je pense sur le prochain versus, il y aura 2 points pour celui qui remporte les enchères et qui en plus arrive à la fin Ouf, ok. à citer le bon nombre de personnes. Et 1 point seulement pour le mec qui participe pas mais qui voit l'autre perdre. Donc ça fait une deuxième victoire pour Victor. C'est fort. C'est bien, c'est bien. Comme C'est- Baki. C'est ton année. Destruction. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. Ça m'a fait plaisir moi d'enregistrer ce Ouais, petit pareil. épisode là. Ce petit récap sur les mondiaux, tout ça. Un ça petit peu faisait- nutrition, un petit peu de science et de conseils sur l'entraînement avec la courbature, les actus Jad aussi importants pour se tenir informé et surtout le récap Final Rep. Ouais. J'espère que cette émission-là, si vous n'avez pas suivi, va vous donner envie de vous intéresser un peu plus à la discipline. Et je ferai le maximum pour intégrer des images montage pour que ceux qui regardent sur YouTube aient un maximum d'informations. Encore une fois, nous, on met la priorité sur le podcast. On veut que ce soit une émission agréable à écouter parce que c'est là que les gens, en général, ont le plus de temps pour écouter et suivre ce contenu. Mais si vous avez le temps de passer sur YouTube, sachez que on est filmé, on met du contenu vidéo, donc ça enrichit un petit peu, ça améliore la valeur de ce qu'on vous apporte. Ouais. Merci les gars d'être venus enregistrer cette émission Merci à avec toi, moi. Max. hein. L'évolution de Pump ne s'arrêtera pas en si bon chemin. On va continuer, même si cette année ça va être une année chargée. On va bosser. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Ouais. Force à vous dans tous vos projets et surtout à la salle. hein. Écoutez bien nos conseils et donnez-vous à fond. Faites-nous un retour sur la curcumine si jamais c'est intéressant pour les courbatures. Et d'ici là, plein de bonnes choses. hein. Ouais. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode. Merci à vous de nous avoir suivis. Ciao l'équipe. Ouais, ciao. Salut les gars.
force? Ouais.